Si vous êtes un professionnel de la gastronomie, vous connaissez forcément Métro. Métro s'engage en faveur de l'égalité en soutenant Girls in Food. Merci à eux. Métro. Elle l'accompagne habituellement le dimanche matin dans Très Très Bon sur Paris Première et dans On va déguster sur France Inter. Ce dimanche-ci ne déroge pas à la règle, mais c'est Girls in Food qui accueille Elvira Masson. Dans cet épisode passionnant, Elvira revient pour nous sur son parcours, depuis ses débuts de cool kid au fooding à son statut de journaliste incontournable de la scène culinaire française. Entre les deux, Elvira a exploré toutes les facettes de son métier, s'en éloignant un temps pour mieux revenir à son essence. Ces derniers mois, elle s'est lancée de nouveaux défis, entre le lancement du tout nouveau magazine Marie-Claire Food et la sortie d'un livre de cuisine très personnel. Et si sur le papier tout semble réussir à Elvira Masson, elle a l'honnêteté de partager avec nous l'envers du décor, les doutes ressentis et les défis surmontés. Une main tendue à celles et ceux frappés du syndrome de l'imposteur. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, laissez un commentaire et 5 étoiles sur l'appli Apple Podcast ou sur votre appli préférée. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait d'Elvira Masson dans Girls in Food. Bonjour Elvira Masson. Bonjour Adeline. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je peux. Je suis Elvira Masson, j'ai 44 ans, je suis journaliste, je fais ce métier depuis 20 ans à peu près. Je l'ai fait beaucoup en presse écrite et je le pratique également à la radio et à la télévision, entre autres choses. Si on revient en arrière dans ton enfance, est-ce que la cuisine c'était quelque chose d'important dans ta famille ? C'était quelque chose de très important mais qui n'était pas nommé. On n'était pas une famille de gastronomes, on se disait pas tiens on va se faire une grande table ou tiens on va passer 4 heures à préparer un repas pour le dimanche. On n'en discutait pas tellement, mais mes parents cuisinaient beaucoup au quotidien, l'un et l'autre, plutôt ma mère dans la semaine et mon père le week-end. Et on mangeait des trucs super bons. Et des trucs super bons et qui avaient rien à voir avec ce qu'on mangeait ailleurs. C'est-à-dire que donc mon père est français, enfin, mon père était français, il est mort, ma mère est suédoise, et ils ont vécu au Mexique, ils sont très anglophones, hispanophones. Ah, génial. Et très curieux. Et avec une culture comme ça assez cosmopolite. Donc on allait manger une recette mexicaine, enfin faite à la façon mexicaine, mais avec des produits d'ici, parce que je parle d'une enfance dans les années 80 et d'une adolescence dans les années 90, où on n'avait pas forcément tout sous la main. Non, bien sûr. Mais on allait manger, des tacos que mes parents allaient préparer. Mon père faisait son pesto l'été avec du basilic et des morceaux de parmesan que des copains lui envoyaient d'Italie. Je te rappelle que dans les années 80 en France, le parmesan c'était du sachet. C'est ça, tout râpé là. Pas encore d'épicerie digne de ce nom. Il n'y avait pas rap. En gros il n'y avait pas rap. Il y avait une vie sans rap, aussi bizarre que ça puisse paraître, et aussi snob que ça puisse paraître. Donc on mangeait des trucs comme ça marrants, des pâtes au pesto, des plats mexicains, des recettes anglaises, beaucoup de recettes suédoises. Donc oui, la cuisine était un sujet vraiment important, mais pas par un prisme de gastronomie, par un prisme de recettes, j'allais dire ménagères, même si j'aime pas beaucoup ce mot, mais de recettes presque un peu régionales, locales, des recettes un peu de grand-mère. Il y avait plus ce truc de tiens, tu sais comment on fait ça en Sicile, je vais te montrer comment on fait une sauce tomate à la sicilienne. Et j'avoue que cette manière de concevoir la cuisine par un prisme plutôt quotidien que gastronomique, que codifié, est quelque chose dans lequel je me retrouve encore aujourd'hui. Oui, c'est ce qui se ressent effectivement. Et j'y ai pensé au moment où tu me posais la question, parce que j'ai pas tellement formulé ça avant. Et est-ce qu'il y a un plat qui résumerait les dimanches de ton enfance ? Ben là encore pas vraiment. On n'avait pas de plat traditionnel du dimanche. Je sais que le dimanche soir on mangeait des choses très simples et plutôt des restes, parce qu'on avait été en goga toute la journée et que donc tout le monde avait un peu la flemme de faire à manger. Donc je pense que le dimanche soir c'est œuf coq mouillette. Ah.
Et dimanche au déjeuner, il n'y avait pas de tradition de grand repas. Ça pouvait être un poulet rôti, ça pouvait être les boulettes de viande, les chott-bellars suédoises de ma mère, ça pouvait être... Mais c'était un peu ce qu'il y avait, quoi. Ouais. Et oui, on ouvrait le frigo. Exactement. Il y avait surtout une tradition d'aller le samedi avec mon père au marché. On habitait rive gauche du côté de Montparnasse et on allait au marché dans le 7e, avenue de Saxe, qui était un supermarché. Enfin, un super marché. En 2 mots. Et j'adorais y aller avec mon père. Et j'ai vraiment pris le goût de la discussion aussi. Enfin, moi, je parlais pas, j'étais petite, si tu veux, mais j'ai vraiment pris le goût de l'échange avec les maraîchers, avec les artisans, en voyant mon père le faire avec beaucoup de... je sais pas, il adorait faire ça. Ouais. Donc, il y avait cette tradition-là, qui est une tradition du week-end, et le dimanche, on allait manger un truc simple, fait avec les produits du marché. Mais pas de grands plats, je peux pas te parler de... Oui, c'est pas le poulet rôti du dimanche. Pas tous les dimanches, ça arrivait. Ouais. Et surtout, on sortait pas mal le dimanche, faire des choses dans la ville. On allait voir une expo, en général, on déjeunait dehors, on avait beaucoup d'activités, quoi. C'était très... c'était assez culturel, quoi. Il fallait soit se balader, soit aller voir une expo, aller dans un musée. Il fallait pas trop rester enfermé, quoi, quel que soit le temps. Et quand t'étais enfant, comment tu te projetais dans l'avenir ? Est-ce que tu te voyais dans un métier en particulier ? Est-ce que tu avais des rêves comme ça ? Ouais, j'ai eu vaguement un rêve ou une envie. Un rêve, le mot serait un peu fort. J'étais complètement obsédée par les parfums et les odeurs. Et j'avais une bonne mémoire olfactive. J'avais un odorat assez développé. Je collectionnais, comme beaucoup de petites filles et jeunes filles, les miniatures de parfums. Mais tout à fait. Voilà, hein. Est-ce que tu avais une petite boîte prévue, un petit présentoir prévu à cet effet ? Voilà, très bien. On a eu la même enfance. J'adorais vraiment ça, j'étais assez... voilà, j'avais une bonne mémoire, je passais mon temps à renifler. Quand mes parents faisaient un dîner et que tous les manteaux des invités étaient posés sur le lit de mes parents, j'allais dans la chambre et je reniflais manteau après manteau. Et après, je disais le lendemain à mes parents, manteau marron, ça devait être Chalimard, manteau bleu, ça devait être ça. Ah oui, quand même. J'aimais vraiment bien ça, beaucoup même. J'étais très curieuse de parfum, plus que de cuisine d'ailleurs. J'avais un rapport à l'alimentation un peu compliqué. Enfin, il y a plein de choses que j'aimais pas. Et j'aurais vraiment bien aimé être parfumeur. Je sais pas si le mot devrait se conjuguer au féminin, mais historiquement on disait plutôt parfumeur. Donc j'aurais aimé être née parfumeuse. Et puis au lycée, j'étais quand même vraiment un peu nulle en maths et en chimie, donc j'ai pas vraiment persévéré, mais c'est un métier qui m'a fait complètement rêver. Ouais. Ok. Donc aucun rapport avec la cuisine, quoique. Ouais, tu vois, c'est drôle. Hein. Et ton tout premier job, le tout premier métier qui t'a valu un petit salaire, un chèque. Alors, outre les jobs d'étudiante, où j'ai bossé, j'étais serveuse dans un restaurant. J'ai fait des trucs, des missions un peu genre hôtesse d'accueil au salon de l'auto, des trucs pas très valorisants de ce type, mais qui étaient mes premiers jobs payés, voilà. Sinon, mon premier vrai travail rémunéré dans ma vie, qui n'était pas un job d'étudiante, ça a été de travailler à la rédaction d'un guide et d'un magazine qui n'existe plus, qui avait été créé par une femme extraordinaire à qui je dois beaucoup, qui s'appelle Elisabeth de Meurville, qui est une figure de la cuisine, du journalisme culinaire des années 80-90, encore aujourd'hui, même si maintenant elle travaille moins. Elle avait créé un guide de produits d'artisanat de bouche hyper vertueux. Ok, donc c'était précurseur, je pense. Complètement. Il s'appelait Le Guide des Gourmands. Okay. Et elle avait un magazine assez engagé, très terroir militant, avec pas mal de dessinateurs de Charlie qui officiaient à l'illustration. Et Elisabeth, elle était une grande journaliste à l'événement du jeudi. Okay. Elle était vraiment une des premières à débusquer des lièvres, à mettre le doigt là où ça faisait mal dans le registre de la gastronomie, de l'agroalimentaire surtout, c'était vraiment son sujet. Et elle m'a prise d'abord en stage et puis ensuite elle m'a engagée. D'accord. Et je travaillais avec elle à la rédaction du guide et du magazine et j'ai appris beaucoup de choses. C'était vraiment mon premier vrai boulot. Et hyper formateur. Hyper formateur. D'accord. Ouais. Et ça, c'était juste après, parce que j'ai lu que tu avais fait des études de droit avant de t'orienter vers le journalisme. Donc, pourquoi est-ce que si c'est bien ça, pourquoi est-ce que tu t'es orienté vers ça ? Est-ce que c'était un peu, Sans raison particulière. Okay. Je pense qu'après mon bac, je savais pas très très bien quoi faire. Je pensais pas encore être journaliste. Je pense que j'étais un peu jeune dans ma tête, un peu immature. Que peut-être j'aurais voulu être journaliste, mais j'aurais pas eu peut-être l'assurance de me dire tiens, je vais passer des concours.
il me fallait une espèce de sas de décompression pour mûrir un peu, je pense. Et par mûrir, je pense mûrir vraiment en termes de maturité, mais mûrir aussi en termes de centre d'intérêt, je m'intéressais déjà à pas mal de choses, mais il a fallu affiner un peu tout ça et puis me forger peut-être un peu une conviction. Et la fac de droit était quand même le bon endroit pour ça. J'étais à Paris 2. J'ai une maîtrise de droit des affaires, droit fiscal. Hein. Je garde pas grand souvenir de ça. Mais c'était 4 ans quand même pas mal de rencontres, de réflexions. Et après mes études de droit, j'ai quand même fait un stage dans un cabinet d'avocats à Londres que j'ai adoré. Donc, j'ai quand même un petit moment d'hésitation à ce moment-là. Vraiment, où je me suis plutôt éclatée. Qui m'avait d'ailleurs proposé de me prendre dans un programme pour faire une espèce de diplôme de conversion pour que je puisse après... un double diplôme. Voilà, un double diplôme. Et puis finalement, je me suis dit non, en fait, c'est pas vraiment ça. Et là, j'ai commencé à dire, bon, en fait, je crois que je vais être journaliste. Je lisais beaucoup la presse. C'était pas la presse culinaire à l'époque. Je lisais tout, surtout la presse culturelle, la presse généraliste. Et j'ai passé un an toujours dans la même fac à l'Institut français de presse où j'ai passé le diplôme de l'IFP, donc Institut français de presse, qui était un diplôme qui formait vaguement au métier de la presse et de la communication. Je crois que c'est devenu bien maintenant, que c'est devenu une vraie école reconnue par la Convention des journalistes. À l'époque, c'était plutôt encore une année un peu de SAS qui te permettait de savoir si oui ou non, a priori, ce qu'on t'enseignait te plaisait sur la forme. Puis après, tu allais te coller au fond en faisant des stages. Mais c'était pas du tout une formation très pratique. Mais c'était intéressant. Et donc ça, pas de regret, c'était pas mal ce format SAS oui, avant finalement, de se lancer. Alors maintenant, bon, quand je réfléchis, je me dis si j'avais été plus sûre de moi, si je m'étais plus écoutée, si j'avais plus osé, j'aurais fait des études de ce qui me plaisait vraiment, vraiment. Ce qui à l'époque n'était pas forcément une école de journalisme, j'aurais fait des études d'anglais, qui est une langue que j'adore, une culture que j'adore, et dans laquelle j'avais plutôt un peu de talent, enfin j'avais vraiment un goût naturel pour ça, et donc je le parlais bien, je l'écrivais bien. Et j'aurais fait aussi sans doute des études de sociologie, qui est vraiment une discipline qui m'intéresse énormément et que j'aime beaucoup d'ailleurs appliquer à la chose culinaire. Et j'aurais sans doute, si je m'étais un peu écoutée, j'aurais fait ça. Et on m'aurait dit à l'époque, mais ça n'a aucun intérêt, tu vas jamais trouver un boulot. Il n'y a pas de débouché. Voilà, il n'y a pas de débouché. C'était le grand truc de l'époque. La grande phrase qu'on disait à l'époque, voilà. Ouais, tout à fait. Déjà, je me sentais sur une voie où, certes, il y avait des débouchés, mais des débouchés qui me passionnaient pas, parce que je voulais pas être notaire, avocate ou juge. Mais alors, si j'étais allée en socio, en anglais, alors là, j'aurais pas assumé. J'aurais pas assumé par rapport à mon entourage. Ouais. La maturité toujours, en fait. Ouais, c'est une sorte de maturité, de timidité, de réserve, qui fait qu'on se fait moins confiance et qu'on n'ose pas forcément trop dire. Surtout quand on est une femme, fille, on n'ose pas trop dire ce qu'on a envie de faire, quoi. On se dit, oui, bon, je vais être un peu dans le rang. Mais bon, j'ai quand même la tête dure. Je suis dans le rang, je suis gentille. Et puis après, je fais quand même ce que je veux, quoi. Il me faut quelques années quand même pour me réveiller, quoi. Donc tu as cette première expérience journalistique dans ce guide. Oui. Comment est-ce que ça s'est passé, cette opportunité en fait de travailler avec cette femme qui t'a inspiré, qui t'a formé? Alors après mon diplôme de l'IFP, je cherchais un stage long. Je savais très bien que j'allais pas pouvoir commencer à travailler tout de suite. Et j'aimais beaucoup le cinéma à l'époque. Et il se trouve qu'il y avait, tu connais Allociné, qui est la plateforme de réservation en ligne de places de cinéma, plateforme de bande-annonce, contenu comme ça un peu à chaud sur le cinéma. À l'époque, il y avait des ambitions éditoriales qui étaient autres. C'est-à-dire qu'il y avait des vrais sujets de fond et il y avait une petite chaîne de télé qui couvrait l'actu du cinéma. J'entends parler de ça par un copain qui me dit « Mais il faut absolument que tu appelles François. Il vient d'arriver là-bas comme rédacteur en chef. En plus, vous connaissez pas, c'est débile. Je sais pas pourquoi vous connaissez pas. Bon, appelle-le, puis on verra bien s'il a de la place, s'il cherche des stagiaires. » Le François en question était François-Régis Gaudry. Ah bon, déjà. Donc j'avais là, je pense, peut-être 22 ans, 21, 22, je sais plus exactement, peut-être un peu plus. Et François-Régis, qui était sorti de Sciences Po, et qui avait eu une première expérience, je sais pas où, qui était lui aussi cinéphile, s'était retrouvé rédacteur en chef du site d'Allociné et de la chaîne de cinéma. Notre copain commun lui dit, il faut absolument que tu vois Elvira, elle voit 3 films par jour, elle est super, faut que tu la prennes. Il me prend en stage, donc mon amitié qui
continue encore aujourd'hui, aussi bien à titre personnel que professionnel avec François Régis, date du moment où j'ai été sa stagiaire à la rédaction d'un média dédié au cinéma. Ah, incroyable. Ouais, assez incroyable. Et j'y ai passé plusieurs mois, 7-8 mois facile. Et puis je pouvais pas rester pour diverses raisons. Enfin, ils n'embauchaient pas. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, j'adore la presse cinéma. C'était génial, ce stage. C'est-à-dire que vraiment, je savais pas faire de montage, je savais rien faire. Je savais pas faire un sujet télé. On m'a envoyé voir tout le monde. Enfin, je sais pas, de Paul Verhoeven à Wong Kar-wai, en passant par Lucia Ossienne. Ouais. Il y avait pas grand monde. On était peu nombreux. Tu étais tout de suite dans le grand bain. Et tout de suite dans le grand bain. C'était vraiment, c'était génial. Et à l'issue de ce stage, je me suis dit, bon, alors la presse cinéma, c'est super, mais ça va pas toujours être aussi, comment dire, aussi proactif que ce que j'ai fait là, où on me laisse tout faire. Je vais travailler où? Là, je commençais déjà à faire un peu ma mauvaise conscience. Je me disais, mais il y a pas de débouché, voilà. Je parle un peu comme ma mère, il y a pas de débouché, comment tu vas faire? Puis je me suis dit, ouais, mais en fait, il y a quand même un autre truc que j'adore. Et j'osais pas tellement me le formuler, c'était la cuisine. C'est que j'étais abonnée à pas mal de magazines, j'étais abonnée à des magazines américains. Je crois que j'étais déjà abonnée à Bon Appétit à l'époque. Ouais. Et puis j'avais, ce que je t'ai pas dit, c'est que quand j'étais étudiante, en maîtrise de droit, j'étais partie vivre un semestre en Suède. J'avais fait Erasmus. Et je m'étais retrouvée dans une coloc avec pratiquement que des garçons qui mangeaient vraiment des trucs atroces, quoi. Enfin, ça, qui se nourrissaient de chips ce matin, midi et soir. Et donc je leur avais dit, j'ai une idée. On va tous mettre des sous dans un pot, et puis avec des copains italiens qui habitaient à l'étage en dessous, qui cuisinaient super bien, on va faire comme ça des rounds de dîner, et il y aura un dîner italien le lundi, un dîner suédois le mardi, un dîner français. Ma mère m'avait envoyé des magazines, je m'étais déjà fait un cahier de recettes à l'époque, tu vois, j'avais déjà découpé des choses dans des magazines, j'étais déjà un peu mordue. J'avais trouvé un livre de cuisine de tous les jours dans une librairie en Suède. Et je me suis mise à faire la cuisine tout le temps. Et avec des Italiens de mon âge qui, eux, cuisinaient déjà très bien, beaucoup mieux que moi. Et je me suis mise à cuisiner un peu comme une dingue. Et à cuisiner pour ces jeunes vikings complètement nourris aux chips et qui étaient hyper contents. Donc j'avais ce petit truc qui s'était un peu réveillé. Je cuisinais pas très peu chez mes parents, moi. Sincèrement, à 18 ans, j'avais limite... Enfin, je savais faire cuire des pâtes, quoi, mais mes parents cuisinant tellement au quotidien, cette cuisine simple et délicieuse. En plus, j'étais un peu paresseuse, donc je m'y suis vraiment mise en Suède. Mais c'est bien parce que t'aurais pu tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire dans le mimétisme avec tes colocs, mais c'est plutôt tes bonnes habitudes familiales qui ont repris le dessus. Exactement. Et donc, quand j'ai terminé mon stage chez Allociné, je me suis dit, mais dans quoi j'aimerais bosser? Sur quoi je voudrais écrire? Je me suis dit, mais en fait, il y a un truc qui est cool, même si c'est un peu ringard, parce qu'à l'époque, c'était un peu ringard. Je te parle d'une époque avant le fooding, hein. Donc, c'était moins cool, en fait. C'était toujours très terroir, ou très classique, ou très journalisme gastronomique. Pas du tout inintéressant, plein de choses intéressantes s'y racontaient, mais ça manquait un peu de prise sur le quotidien, sur le réel, tu vois. Donc je me dis, bah ouais, mais en même temps, j'aime bien ça. Et à ce moment-là, je sais plus très bien par quel biais, je pense que c'est passé par mon père, un copain de mon père, un peu au débeauté, qui me dit, mais du coup, tu vas faire quoi maintenant? Un copain pas du tout journaliste, pas du tout dans la presse. Mais je lui dis, j'aimerais bien travailler un peu dans la cuisine, mais bon, les journaux de cuisine, ils sont pas super. Là, j'étais un peu larguée. Je dis, mais appelle machin, qui appelle machin. Donc, je sais pas, j'appelle une copine attachée de presse, qui appelle quelqu'un, qui appelle Elisabeth de Meurville, qui dit, bah oui, tiens, j'ai vraiment bien besoin de quelqu'un, voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui, ça me dérange pas si elle s'y connaît pas très bien, je vais lui apprendre. Et effectivement, elle m'a énormément appris. C'était vraiment... Je peux pas te dire, c'est quelqu'un qui posait son stylo soudain, refermait son ordi et commençait à t'expliquer, je sais pas, la mutation de l'artisanat de bouche au Pays Basque, c'est sa passion, le Pays Basque. Elle commençait à te raconter l'histoire de la surgélation. Soudain, elle s'animait sur un plat, sur un curry qu'elle avait mangé dans le Kerala. Enfin, c'était très très généreux, très... Elle m'embarquait et puis surtout elle était très 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 calée sur les produits, très calée sur la traçabilité, sur les arnaques, sur le cinéma de l'agroalimentaire qui veut te faire passer des vessies pour des lanternes, sur comment tu lis une étiquette, sur comment tu te fais pas avoir, vraiment très 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 militante de ça, quoi.
Et puis, elle a vraiment contribué à mettre en lumière des artisans partout en France quand c'était pas encore à la mode. Ouais. Et certains, à l'époque, lui doivent énormément. Il y en a certains qui, grâce à elle, ont réussi à avoir un petit emprunt à la banque et à sauver leur affaire. Le paysage artisanal français d'aujourd'hui doit beaucoup à ce qu'Elisabeth de Merville a fait dans les années 90. C'est bien de le redire aujourd'hui. Il faut vraiment lui rendre ce qu'on lui doit, quoi. Et voilà comment c'est parti. Et j'ai bossé plusieurs années avec elle. D'accord. 3 ans. Après, j'étais pigiste pendant 1 an ou 2. J'ai bossé un peu partout. J'ai écrit des petits bouquins pour une maison d'édition qui était une filiale de La Martinière, qui s'appelait Aubanel, où j'ai écrit des petits bouquins de commande, un sur l'huile d'olive, un sur le foie gras, un sur le pain. François Régis avait déjà écrit un bouquin dans cette collection sur la figue, qui est sa grande passion dans la vie. Et donc du coup, après, j'avais pris la suite, pour te dire à quel point nos chemins sont quand même liés. Tu vois, c'est un peu, ça va revenir souvent. Et puis, après avoir fait tout ça, pige, bouquin et tout, un jour, François Régis me dit « Tiens, tu viendrais pas avec moi ce soir? Il y a une fête du fooding, c'est à la Butte aux Cailles. » Je crois que c'était en 2003 ou en 2004. Tu m'accompagnes et puis j'y vais, je trouve ça super cool, vraiment je trouve ça très très cool. Le fooding existait depuis combien de temps à ce moment-là? Le fooding, le mot a vraiment été créé en 99, mais je crois que les premiers événements ont commencé 2 ans plus tard. D'accord, donc c'était encore c'était encore un peu jeune. Et c'était encore jeune. Donc il y avait des événements plutôt parisiens à l'époque, il y avait pas grand-chose je crois en 2001 ailleurs qu'à Paris, en région, il y avait pas. Me semble-t-il. Hein. Et là, c'était le restaurant Les Cailloux, qui était un restaurant un peu mythique des débuts du fooding. Restaurant de Julien Cohen, qui après a ouvert plein d'autres restaurants d'obédience italienne à Paris. Et là, c'était, il y avait un monde fou dehors qui faisait la queue, il y avait des DJ canons, je sais plus ce que c'était, il y avait des vins top, une super bouffe, une super ambiance, un public mélangé, détendu. Et là, je me dis, ouais, effectivement, c'est très cool. Je reste là, je traîne, je discute. Je pense pas tellement que je parle avec Alexandre et Emmanuel ce soir-là. Et puis de fil en aiguille, je continue à aller un peu au fait du fooding. Et puis à un moment, là pour le coup quelques années plus tard, je sais plus très bien quand. Si je sais quand, parce que j'ai commencé à bosser au fooding en 2005. François Régis qui avait fait un détour par le bureau du fooding, il bossait là-bas, avant d'être engagé comme journaliste gastronomique, culinaire à l'Express. Il a eu une période où il était pigiste, où il a passé beaucoup de temps au bureau du fooding à bosser avec Alexandre, Marine, etc. Alexandre Camas, Marine Bidot. S'en va et me dit, tu sais, Alex, il a vraiment besoin de quelqu'un pour le guide. Alors non, au départ, c'était pas ça. Il cherche quelqu'un pour écrire sur quelques arrondissements du guide que le fooding faisait à ce moment-là avec Libé. Ça paraissait vraiment format papier, format un peu tabloïd Libé. Et je me suis retrouvée, j'ai récolté le 16e arrondissement, parce qu'il fallait bien que quelqu'un se coltine, et je me suis éclatée à l'écrire, je me suis bien entendue avec Alexandre, et sur ces entrefaites, il m'a proposé de m'occuper de la coordination éditoriale du guide, et également de la com. Et j'ai eu cette double casquette pendant les 3 ans que j'ai passé au fooding. Ok. Est-ce que tu peux du coup nous raconter un peu comment c'était parce que là c'était vraiment la révolution pour le coup de la manière de traiter de la gastronomie, de la cuisine. Est-ce que toi tu le sentais déjà quand que c'était ça, que il y avait une sorte de révolution en marche? Je le sentais complètement. Et j'avais l'impression vraiment de faire partie d'une force en marche, d'un mouvement qui allait tout faire basculer, qui cassait tous les codes. Je me sentais vraiment prise dans le tourbillon d'une révolution. Ça peut paraître un peu étrange, dit comme ça, mais c'est vrai, quoi. Je me réveillais le matin avec une espèce d'énergie d'aller bosser au fooding. Je trouvais ça très important, ce qu'on faisait. Mais je dis ça sans ironie, parce qu'on accorde de l'importance à ce qu'on veut. C'est pas parce qu'on sauve pas des vies que c'est pas important. C'était important pour moi à ce moment-là, c'était important pour Alex, c'était important pour Emmanuel, c'était important pour Marine, c'était important pour Julia, que j'ai que croisée, qui était déjà partie vivre à Marseille, Julia Samut. Oui. Le fooding avait vraiment démarré en 2001. Je suis arrivée à l'automne 2005. Il y avait ce guide qui sortait avec Libé. Je garde un souvenir complètement dingue de ce bouclage. On était quand même assez extatique
de le faire avec Libé, qui à l'époque était vraiment le quotidien et le journal dans lequel on se sentait, je sais pas, le plus en phase. Alex y avait bossé comme pigiste aussi, il couvrait la nuit à une époque pour Libé. Une espèce de communauté, un peu d'esprit, ce bouclage dans l'immeuble de Libé, rue Béranger, qui est un ancien parking comme ça qui monte en colimaçon, bouclage nocturne avec toute l'équipe. Il y avait Eric et José, les DA de Change is Good, qui étaient nos DA à l'époque et qui sont redevenus les DA du fooding aujourd'hui. Avec Yves Nespoulos, qui est un pilier du fooding, qui était le SR, avec Alex, Marine, moi. Il y avait vraiment l'impression d'abord de faire un guide important. Au même moment, on était en train de mettre en route la version digitale, parce que jusqu'alors, franchement, le digital et le fooding, c'était zéro. C'est-à-dire qu'il y avait rien. Il y avait des photos des événements. Je sais plus très bien ce qu'il y avait. Enfin, là, il y a tout simplement eu la mise en route du guide version digitale. Ce chantier-là, c'était à peu près au même moment. Et puis, par ailleurs, le public qui venait aux événements, qui peu de temps après que j'arrive, ont commencé à devenir vraiment très nationaux. Ça avait déjà commencé avant, mais là, ça a pris beaucoup d'ampleur. Ça s'appelait les grands foodings d'été, des grands raouts à Montpellier, à Toulouse, à Marseille, à Lyon, où tu voyais des gens mais tellement contents d'être là, des chefs de bistrot, des chefs de gastro qui arrivaient, qui portaient des palettes, on distribuait des morceaux de nappe en tissu, les gens s'asseyaient dessus, c'était hyper roots, hyper marrant, hyper bon, hyper festif. Et quand je te dis qu'on avait l'impression d'assister à une révolution en marche, c'est que tout le monde avait un peu envie d'en être. Je pense que j'ai pas connu l'époque dure, moi, où on pouvait regarder un peu Alexandre, Emmanuel, Julia et après Marine de haut en disant mais c'est quoi votre truc, puis c'est quoi ce mot anglais ridicule. Nous, il fallait encore qu'on œuvre pour convaincre, mais quand même, quand tu appelais, alors Yves Candebord, c'était un des piliers, un soutien absolu de Marine dans tout ce qu'elle entreprenait, même quand t'appelais Eric Fréchon au Bristol, t'appelais Michel Roth à l'époque au Ritz, tu disais voilà, on va faire ça, on voudrait que vous veniez cuisiner dans la rue. Oh oui, pas de problème. Tu sentais quand même, quand je suis arrivée, une partie du chemin était déjà bien accomplie. Et donc, ça confortait le fait que oui, la révolution était déjà bien entamée. Là où il y avait vraiment un tourbillon d'énergie requis, c'était plutôt dans les médias, où il fallait expliquer sans cesse à parfois des gens en poste, un peu âgés, qui pouvaient avoir envie de faire semblant de pas comprendre ce que c'était que le fooding, parce qu'il y avait un peu de mauvaise volonté parfois, même si on était très soutenus aussi. Il fallait un peu y aller avec son bâton de pèlerin et expliquer ce que c'était. Et moi, c'est une grosse partie de mon boulot à la com. En fait, je parlais aux journalistes comme une journaliste qui croit à son sujet elle-même, et je défendais mon truc bec et ongle. Et en général, c'était pas hyper compliqué de les convaincre. Et parfois, je me suis retrouvée pas mal, parce que j'étais un peu bras armé télé à cette époque-là aussi. Alexandre m'envoyait un peu sur les plateaux télé quand ça allait saigner un peu, qu'il y avait un débat, pour que je propage la bonne parole et que je tienne tête des vieux de la vieille qui allaient me dire c'est quoi votre truc, de toute façon vous votre truc c'est le poulet au coca quoi. Oui, le poulet au coca, comme tu le sais, parce que tu as reçu Feg. Tout à fait. C'est une recette mythique, c'est d'ailleurs une recette géniale. Le fooding, c'est pas le poulet au coca, le fooding, c'est aussi le poulet au coca. Le fooding, c'est tout. Le fooding, c'est tout ce qui fait la vie, c'est toutes les manières de manger, il n'y a pas de chapelle. Mais donc, ouais, on pouvait un peu nous dire ça, puis votre mot anglais ridicule, et puis le poulet au coca, et puis de toute façon, vous savez pas manger, de toute façon, vous êtes mecs comme des clous, tous. Donc voilà. Le fait qu'on soit pas ventripotent et le fait qu'on ait utilisé pas la crédibilité, voilà. Il fallait donc ça demandait de l'énergie, mais quand même les chefs nous suivaient tellement et finalement la presse nous suivait tellement, puis les sponsors nous suivaient tellement aussi. Enfin le fooding c'était comme un business, hein, même si c'était pas un gros business à l'époque, ça a toujours été un business. Avec des partenariats, avec des sponsors, avec des événements, avec de la marque blanche. Donc oui, on avait quand même la preuve qu'il y avait tout un élan, et puis on avait aussi notre génération. Oui, bien sûr. Notre génération qui qui venait, dedans, en fait. et puis des DJ qui venaient mixer, et puis un public très très mêlé, pas que des gens de la food. Il y avait de la mode, du design, de l'art. C'est ça la force du fooding aussi. Donc oui, cette manière de décloisonner cette discipline qui jusqu'alors avait été très très enfermée, et que ce décloisonnement fonctionne et soit un peu miraculeux, était la preuve que les fondateurs du fooding avaient raison, et que ceux qui ont suivi avaient raison avec eux, quoi. Moi, ça me mettait en joie, quoi. J'étais un peu, j'étais en mission, quoi. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu disais que tu allais parfois défendre bec et ongle le fooding, sur des plateaux télé, ou comment tu l'as vécu, puisque on comprend que tu as
par le passé, peut-être plus jeune, étais plus sur la réserve, moins en confiance. Où est-ce que tu as puisé les ressources pour justement oser faire ça? Ça, c'est vraiment une question que je me pose, parce que si tu m'avais dit à 15 ans que mon métier, ce serait entre autres choses, de prendre la parole devant des gens, devant un micro, devant une caméra de télé, je t'aurais dit mais jamais de la vie, quoi. J'étais la dernière à lever la main en classe, je priais pour pas passer au tableau, c'est juste ce genre de personne. Je me reconnais tellement dans ce que tu dis. Vraiment, j'étais une journée sans passer au tableau, c'est une journée gagnée, quoi. C'était vraiment ça. Et en même temps, je manquais pas totalement de confiance en moi, j'étais assez sûre de mes avis, de mes idées. C'est juste que j'osais pas trop les exprimer. J'étais gênée quand il fallait les exprimer, mais j'étais pas non plus complètement paumée, si tu veux, je savais un peu ce que je pensais. Bon, l'âge, je pense qu'il y a que le temps, hein. Le temps fait son affaire, et surtout, je te dis, cette partie, ce semestre d'études en Suède m'a complètement décapsulée. C'est-à-dire quand l'éducation scolaire universitaire en Suède, c'est tout étudiant, tout élève a quelque chose d'intéressant à raconter. Donc c'est même pas qu'on te force, c'est que naturellement, tu parles à tort et à travers, en mode beaucoup plus conversationnel, c'est beaucoup moins magistral. T'as pas peur de te faire engueuler par un prof qui, si tu n'as pas la réponse parfaite, te dit que t'es un peu une grosse naze. Quoi que tu dises, on va essayer de te valoriser. Alors peut-être que je réécris ça avec une encre un peu magique, si tu veux, mais c'est le souvenir que j'en ai gardé. Et donc j'étais en cours de droit dans cette fac suédoise, et dès que j'ouvrais la parole, il y avait quelqu'un qui me disait « Écoute, je suis pas complètement d'accord avec toi, mais je trouve ça plutôt intéressant. Pourquoi tu lirais pas ce livre, et la semaine prochaine on en reparle, tu vas me dire ce que t'en penses. » Donc en fait, j'ai été tellement valorisée dans mes prises de parole publiques que ça a réglé mon problème. J'ai l'impression que ça a réglé mon problème. Parce que je me suis vue, après revenir à la fac en France, mais j'ai rien à foutre de rien. Même quand je savais rien, je me dis ouais, bon, c'est pas grave. Ça, et puis l'âge. Et puis... voilà, la confiance qui vient progressivement parce que tu décides aussi de travailler dessus. Je pense que j'en avais marre d'être timide. J'ai juste travaillé sur moi-même pour plus l'être. Et puis quand même, je dois avouer, au fooding, Alexandre qui me valorise vachement. Qui me valorise, qui trouve que je suis bonne dans ce que je fais, et qui quand il me dit tu vas aller dans tel débat à la télé, si ça t'ennuie pas, il y aura Perico Légas, ça va pas être facile, tu vas devoir... Il me dit, mais ça va très très bien se passer, tu vas être super. Et quand on donne ce type de confiance-là, on s'en saisit. Peut-être que quelques années plus tôt, je m'en serais pas saisie, mais je m'en suis saisie. Et surtout, je crois que j'ai plus peur. J'ai plus peur de grand-chose, en fait. Parfois, je dis rien, parce que parfois, dans un débat, je suis écrasée, ou je vois rien de pertinent à dire. C'est pas très grave. Quoi, dans le pire des cas, j'ai pas parlé. Je sais très bien ce que je pense de moi-même. C'est pas grave si j'ai pas assez parlé, c'est pas grave si j'ai un peu perdu mes moyens, c'est pas grave si parfois j'ai parlé un peu trop fort, rien n'a d'importance en fait. C'est ça en fait, je pense que c'est la clé de beaucoup de choses. Ça a mis c'est du pas temps. Grave. Hein. Oui, mais ça a mis du temps avant d'y arriver. J'étais plus si jeune à l'époque, hein. J'avais déjà, quand je suis arrivée au fooding, j'avais 29 ans, hein, tu vois, j'avais pas 22 ans. J'étais déjà bien adulte, quoi. Il avait fallu du temps pour que je prenne la conf un peu, quoi. Et ensuite, après le fooding, comment ça se passe? Parce que je crois que tu es arrivée ensuite à l'Express Style. Pourquoi est-ce que tu es partie du fooding? Enfin, comment ça s'est fait la transition? Alors, j'ai passé 3 ans au fooding. J'étais quand même, je pense, fondamentalement journaliste, même si j'avais un petit peu de mal à me vendre comme telle ou à assumer. C'est toujours un peu bizarre. À l'époque, j'avais du mal à dire... je suis journaliste ou je veux être journaliste. Je sais pas trop pourquoi. Et au fooding, je l'étais plus tellement. Ça, je m'occupe vraiment de la com. C'était quand même raconter des histoires, vraiment. Et puis, je bossais beaucoup sur les guides. Mais je crois qu'à la fin, à l'approche de la 3e année, je me disais quand même, j'écrirais bien des papiers. Puis à l'époque, il n'y avait pas de... Les guides contenaient très peu de textes autres que des notules de restaurant. Ouais, j'avais envie de faire des reportages, j'avais envie d'écrire des papiers au long. Ça me manquait un peu, je crois. Et puis, j'avais l'impression aussi que j'avais beaucoup donné. Et que peut-être, je commençais à m'assécher un petit peu, que j'étais pas sûre d'avoir grand-chose de plus à donner au fooding. Je sais pas très bien te dire ça plus que ça. Je sentais que j'avais un peu fait mon temps. Et tu t'es écoutée, du coup. Oui, je me suis écoutée. Et puis, peut-être aussi, non, je vais dire une autre chose. À force de pitcher le fooding à des journalistes de toute la place de Paris,
pas que de Paris d'ailleurs, de la presse régionale, de leur dire, j'ai une idée pour toi. On fait ça au fooding dans 2 mois. J'ai une idée, tu pourrais faire un portrait de ce chef, mais avec un angle, en gros, je livrais vraiment des sujets clés en main. C'est-à-dire que c'était pas de la com que je faisais, c'était je livrais limite des brouillons de papier à des journalistes je me disais sinon ils vont pas savoir quoi raconter sur le fooding. Et en fait, je crois qu'à la fin, j'en ai eu un peu assez de livrer des drafts de papier. J'avais un peu envie de les écrire moi-même. Ouais. et comme ça me manquait, je me suis dit, bon, bah, c'est le temps de terminer l'aventure, c'est le temps de partir. Je suis restée proche du fooding en partant. Et j'ai commencé à travailler, en effet, à l'Express Style. En quittant le fooding, j'avais pas mal de propositions pour bosser en pige, pas de propositions de poste. Et parce qu'évidemment, je connaissais très bien tous les journalistes de Paris, puisque je leur racontais un peu la messe du fooding depuis 3 ans. Il se trouve qu'à l'époque, François Régis, encore lui, était à l'Express Style, était donc journaliste culinaire, et me dit, écoute, viens, on a plein de papiers à faire, toutes les idées que t'as, il faut que tu les fasses chez nous. Et puis par ailleurs, ce serait super que tu puisses écrire sur d'autres choses, comme tu t'intéresses à tout, la mode, le design, la déco, le voyage. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai commencé par proposer des sujets à François, qui les a pris. Et puis j'avais un traitement peut-être un peu différent. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de traiter de la chose culinaire par un prisme un tout petit peu sociétal ou un peu dans l'air du temps. Alors, parfois, ça pose quelque chose sur un produit. Mais si je parlais d'un produit, je donne un exemple. Si je parlais du pois chiche, qui est quand même une obsession, je pense que je parle depuis toujours, ou du sésame, parce que ça commence à se retrouver sous diverses formes, sésame, parce qu'on commençait à avoir du tahine un peu partout à l'époque, parce qu'il se passait un truc avec Ottolenghi, parce que Ottolenghi, à l'époque, quand j'écrivais ce papier, n'avait pas encore ses livres traduits... en 1000 langues. Ouais, traduits en 1000 langues. C'était pas tant le pois chiche ou le sésame que je voulais raconter. C'était comment le Levant, ou comment le monde s'est pris de passion pour la cuisine levantine. C'était plutôt ça, en fait. Et ça démarrait par, limite, un truc sur la botanique, et ça finissait par un souvenir de repas ou je sais pas, juste quelque chose qui encore une fois, l'idée du tourbillon qui assiège un peu un monde culinaire, c'est plus ça qui m'intéresse que comment te dire, la gastronomie pure. Moi, c'est pas trop mon truc. Enfin, moi, écrire un papier sur le Michelin, ça mais jamais je l'ai fait, jamais je le ferai. Ça me tombe des yeux, des mains, des bras, des oreilles, quoi. Ça me et même les portraits que j'ai faits, c'est vraiment beaucoup plus des gens inconnus, des cuisiniers, cuisinières, un peu obscurs ou en devenir. Et comment tu les trouvais justement ? Est-ce que c'était parce que tu avais déjà ce super réseau aussi de chefs que tu connaissais par le fooding et donc avec un bouche à oreille, je suppose, qui devait fonctionner. Est-ce que tu étais vraiment sur le terrain en train de chercher ? Comment ça se... Moi, j'avais un prisme quand même très étranger. C'est que je parlais beaucoup de choses qui se passaient aux États-Unis, en Angleterre, en Italie. Et j'avais un réseau, c'est évident. J'avais les oreilles super ouvertes et je passais mon temps à lire des trucs, mais je farfouillais, j'étais une fouine, quoi. J'écoutais, il n'y avait pas de podcast encore à l'époque, mais j'écoutais des émissions de la BBC où j'entendais parler de tel truc. J'apprenais que l'ancien bassiste de Blur était parti faire du fromage dans les Cotswolds. Exactement. Je faisais plein, et du coup, je m'apercevais de ci et de ça et de ça, et je faisais un papier sur tous les gens du rock ou de la pop qui s'étaient reconvertis dans la bouffe. C'est pas mon réseau, ça, c'est juste que... c'est une ouverture d'esprit. Oui, et puis surtout le fait que j'étais inondée de médias. Parce que je suis un peu moins aujourd'hui de médias sonores toujours, mais la presse écrite, je la lis moins. Mais à l'époque, j'étais complètement, je sais pas comment on dit, papifage. Enfin, je disais plein de trucs, mais je disais la presse italienne, alors que je parle pas bien italien. Je me disais, on sait jamais, il y a peut-être une info. J'étais un peu obsessionnelle. Et puis c'est moins compliqué. Effectivement, quand ton credo et ton créneau,
c'est un décryptage un peu sociologique. Ouais. Je dis ça vraiment avec des guillemets, parce que c'est un peu... Mais Non, quand mais même, c'est voilà, raconter vraiment. comment on vit, raconter même un micro-truc qui se passe et qui pourrait être révélateur de quelque chose. On sait pas exactement de quoi. Ça va peut-être pas être la lame de fond que je prétends que ça va être dans mon papier, mais ça révèle quelque chose. Ouais. Comment on mange, mais ça va de pair avec comment on s'habille. C'est pour ça que j'ai écrit aussi un peu sur la mode de la même manière. Pourquoi soudain une saison il y a des mocassins partout, ça révèle quoi de ce moment de société où tout le monde veut s'habiller de façon super préppie. Comment on mange, comment on s'habille, comment on parle, comment on élève ses enfants, comment on se coiffe, comment tu décores ta maison, toutes ces choses-là qui sont une espèce de sociologie étudiée, mais pas la sociologie noble, me passionnent et ne nécessitent pas effectivement d'avoir un énorme réseau de chefs. Moi, j'ai toujours eu la crainte, moi, d'être un peu enfermée dans un milieu avec des gens qu'il faut fréquenter beaucoup. Je fréquente très très peu mon milieu gastronomique. Alors, j'avais peur d'être enfermée dans une discipline. Oui, donc en fait, c'était une belle opportunité pour toi, cette ouverture de l'Express Style sur d'autres domaines que la gastronomie, en fait. Même si, malgré tout, la cuisine est quand même ce qui me porte encore aujourd'hui le plus. À l'époque, j'avais un peu cette crainte qu'on me colle une étiquette, quoi. Ok. Je voulais pas être journaliste gastronomique, je voulais être journaliste tout court, spécialisée dans le lifestyle, l'art de vivre, mais je voulais toucher un peu à tout. Okay. Avec le risque qu'on a en France d'être illégitime en tout, du coup. C'est ça. C'est que t'es pas la meilleure en bouffe, t'es pas super bonne en mode parce que tu fais pas que de la mode, ce qui ne pose pas tellement de problèmes dans d'autres pays que la France, mais qui en pose en France. Oui, parce qu'on pourrait croire on pourrait se dire au contraire que les disciplines se nourrissent les unes les autres. Et moi, je pense ça. Ouais. Je suis une fervente partisane de ça, mais visiblement, c'est pas la mentalité française. Mais ce qui explique d'ailleurs, et j'ai fait ça pendant plusieurs années à l'Express Style, au point d'ailleurs qu'à la fin, j'étais chef de service ou chef de rubrique psycho et société. C'est que j'avais vraiment créé une rubrique, voilà, c'était vraiment plus du tout, c'était des papiers sur le pervers narcissique, c'était la méditation, c'était des papiers sur quel problème on a en France avec le fait de parler en public. Il n'y avait pas de bouffe dans ma rubrique. Hein. Je continuais d'écrire des papiers dans les pages de François Régis, mais ma rubrique à moi, c'était vraiment socio-psycho. Okay. Et à la fin, je suis devenue rédac-chef de l'Express Style. De temps à autre, j'écrivais un papier, mais qui pouvait être de la food, comme ça pouvait être de la société. Et je couvrais de tout. Bah, évidemment, à mon poste, je couvrais tout type de sujet. Ouais. Et est-ce que quand tu es rentrée à l'Express Style, tu t'es dit que... Parce que là, finalement, on comprend que tu as une progression aussi managériale et hiérarchique dans le journal. Est-ce que c'était quelque chose qui te faisait envie de prendre des responsabilités, ou enfin ou est-ce que ça s'est fait naturellement? Comment c'est arrivé ça? Ça s'est fait naturellement. Je pense que j'en aurais eu envie, et que encore une fois là, j'avais encore un peu mes résistances de mais je sais pas si je suis légitime. Donc finalement, ça s'est présenté et j'ai adoré ça. J'ai adoré faire ça. Et en fait, je sais depuis lors, même si aujourd'hui je travaille plus tellement en équipe, je te raconterai après, j'ai adoré ça. J'ai adoré avoir une équipe, j'adore échanger, j'adore aussi, dans un journal, j'adorais avoir des pigistes qui me proposent des sujets, j'espère que j'ai été une bonne manager, j'espère que j'étais à l'écoute. Mais toi, ça t'a plu en tout cas. Ça m'a énormément plu. C'est chouette d'entendre ça parce Vraiment. que c'est pas très courant en fait. Souvent les gens aiment enfin le management est un peu décrié comme c'est bien d'entendre aussi. J'ai beaucoup aimé ça. Je bossais aussi avec des gens super, une rédaction très féminisée, une rédaction qui était pilotée par quelqu'un qui s'appelle Lydia Bakri. Qui était donc la directrice de la rédaction, qui était quelqu'un avec qui tu pouvais quand même beaucoup parler de tout, le moins de problèmes que tu peux avoir. Il y avait un gros management par l'empathie quand même, de son fait. Donc évidemment, c'est plus facile d'être une bonne manager toi-même quand tu as quelqu'un qui manage quand même plutôt à l'empathie, à la sympathie aussi, et avec qui il n'y a pas de problème si tu veux. Et aussi, mon poste de rédac-chef, il me semble que je l'ai eu... Je sais plus très bien, je m'en mêle un peu les pinceaux, en rentrant de congé maternité. Ah oui. Où j'avais démarré avant, j'étais remplacée pendant mon congé mat et... Non, en fait, je pense que j'étais peut-être chef de service avant mon congé mat et j'ai récupéré mon poste et j'appréhendais peut-être un petit peu des horaires et tout. Moi, c'était important pour moi, si tu veux, de pas rentrer trop tard le soir. Moi, c'était vraiment le bon endroit pour ça. C'est pour ça que quand on parle de management heureux,
il y avait aussi tout un contexte qui faisait que j'étais pas dans un cabinet d'avocat où à 18h, si tu fermes ton ordi, on te demande si tu prends ta demi-journée. C'est que j'étais dans un endroit où on me dit plutôt, qu'est-ce que tu fais encore là? Tu vas être en retard, t'as la nounou, comment tu vas faire? Donc, t'as le cœur beaucoup plus léger et t'es un bien meilleur manager aussi quand tu te sens pas coupable. Et tu te sens pas coupable parce que t'es pas arrivé en retard chez toi, et tu te sens pas coupable parce que ton équipe te dit, mais qu'est-ce que tu fais? Rentre chez toi. Voilà, ça change tout, hein. Et donc pour te répondre, j'ai vraiment aimé ça. Au point d'ailleurs que quand j'ai quitté l'Express Style quelques années plus tard, j'ai eu une grosse expérience de management dans une entreprise qui a rien à voir avec la presse, quoique, c'est pas le Vestiaire Collectif. Mais est-ce que tu veux qu'on en parle? Oui, on peut. C'était donc mon job suivant. Donc j'ai quitté l'Express Style parce que j'avais été rédac chef pendant, je suis pas hyper bonne en date, je dirais 3 ans, et que j'avais adoré ça. Je m'entendais très bien avec ma boss, qui était donc toujours Lydia Bacry, directrice de la rédaction, que je n'allais pas prendre son poste, parce qu'elle était très bien à son poste, et que donc du coup, alors je sais pas si j'avais pris goût au management au point que je voulais être encore plus, avoir encore plus de responsabilité, mais j'avais l'impression qu'il fallait peut-être que je change un peu. Et surtout, je me disais une chose, j'avais aucune expérience digitale, à part le lancement des contenus en ligne, du fooding. À l'Express, ça fonctionnait vraiment en silo, c'est-à-dire que tu avais le print d'un côté et le digital de l'autre. Il y avait quand même pas beaucoup de synergie. Moi, j'allais un peu au conf de rédaction du digital, qui était piloté par Géraldine Dormois. Elle venait un peu à nos confs aussi, je crois, où moi j'allais à ses confs et je lui racontais un peu où on en était. Et pas beaucoup de synergie, les équipes étaient un peu comme ça. Du fait aussi pas mal de la résistance du print, c'était pas tellement le web qui résistait, c'était nous, et qui avait pas forcément à la direction ou au niveau éditeur une volonté, quelqu'un qui avait un grand plan et un grand dessin. Voilà, on n'était pas au même étage, on faisait pas de réunion ensemble, sauf quand moi j'ai décidé d'en faire. Et je me disais, c'est quand même un peu dingo, quoi. Enfin, c'est quand même complètement fou. À notre époque, Oui, on était déjà là Enfin, quand j'ai quitté l'Express Style, on était en 2015, quoi. C'était quand même, voilà. Et ça m'affolait un peu, et je me disais, quand même, ce serait bien d'avoir une expérience digitale, éditoriale digitale. Et puis j'étais sensible un peu à toutes ces histoires de start-up, d'entrepreneuriat et tout. Alors, c'est pas forcément pour moi j'ai pas du tout une âme d'entrepreneur, mais je trouvais ça quand même pas mal. Et j'ai une copine qui me parle de Vestiaire Collectif, parce qu'elle vend ou elle achète sur Vestiaire Collectif. Moi, j'aime par ailleurs beaucoup le vintage. Je m'habille quand même exclusivement en vintage. Dès que je dois me trouver une belle tenue, j'ai 2-3 adresses où je vais. J'aime beaucoup l'idée d'abord des vêtements qui ont une histoire. J'aime beaucoup l'idée qu'on ne remet pas qu'on remette en circulation des pièces qui ont déjà été portées ou qui n'ont pas été produites pour rien. Ça correspond à ce que j'aime aussi dans la cuisine, à ce que j'aime dans la production alimentaire. J'aime que les choses soient bien faites et qu'elles ne dépensent pas de l'énergie carbone pour rien, quoi. Donc vraiment, j'ai le goût du vintage. Donc cette copine me dit, il y a ce site génial, je connaissais vaguement de nom, ils ont des pièces canons, du Saint-Laurent vintage, du Alaya, et puis c'est vachement bien, c'est écolo, écolo dans le sens où effectivement, les pièces que tu ne portes plus, bah, tu les remets en vente, quoi, plutôt qu'elles soient en mode énergie fossile dans ta penderie. Et je commence à lire 2-3 trucs sur eux, je les trouve vraiment super, et cette copine me dit, mais tu sais, je crois qu'ils cherchent quelqu'un pour développer justement l'aspect éditorial, parce que le business, il tient parfaitement la route, ils ont levé des fonds, mais notamment pour leur développement à l'international, il faut qu'ils racontent l'histoire de la création de la boîte, le pourquoi ça a été créé, et qu'ils mettent en scène justement tous ces portraits, tous ces profils de personnes qui vont sur Vestiaire Collectif pour une bonne raison, quoi, pas uniquement certains pour faire une bonne affaire, mais d'autres aussi parce que ça a du sens pour eux. Bref, je rencontre les fondateurs, et là j'ai eu un gros coup de cœur amical pour eux. Et depuis lors, mes aventures professionnelles ne fonctionnent que au coup de cœur amical. Je trouve que dans le monde dans lequel on vit, on peut perdre son job en 2 mois, faut pas trop croire au modèle d'entreprise, tout peut se casser la figure en 2 secondes. Pour moi déjà, si je bosse avec des gens que je trouve formidables et qui me plaisent humainement et professionnellement, mission accomplie, même si ça se casse la gueule au bout d'un an, c'est pas le problème. Et d'ailleurs, je ne travaillerai plus, même si les projets sont super, avec des gens que je trouve pas super. Voilà. Je veux travailler qu'avec des gens que je suis hyper contente de voir le matin, et avec qui je suis contente de discuter, de prendre un café. Donc, parenthèse. Mais ça,
depuis quasiment le début, puisque si on Oui. pense à François-Régis Gaudry... C'est vrai, en même temps depuis le voilà. début. Je me le formulais pas avant. Effectivement, je dois avouer qu'en discutant avec toi, je m'aperçois que ça a toujours été un peu le cas. Mais maintenant, c'est devenu une grille de lecture Ouais. ferme. C'est-à-dire, je serais capable de refuser une mission même, ou de refuser un poste, si je sens pas à personne, si au rendez-vous, je me suis dit, ouais, pas hyper sympathique. Je veux pas perdre de temps avec des gens pas sympathiques, en fait. Ça m'intéresse pas, quoi. La vie est trop courte. Ouais. Donc voilà. Parenthèse fermée. J'ai un gros coup de foudre amical pour Sébastien Fabre, Fanny Moisan, Sophie Hersan, enfin toute la clique des cofondateurs historiques de Vestiaire Collective. Et ils me recrutent au poste de directrice éditoriale. Mon job était, alors là, mais rien à voir avec ce que je faisais, à la fois tout à voir, parce qu'il fallait trouver des histoires singulières, intéressantes, autour de personnes ou autour de manières de consommer de la mode, de tendances qui mettent en scène le fait d'acheter, de revendre et de pas laisser traîner ses vêtements et mourir de leur petite mort, tu vois. Donc il fallait trouver des portraits, il fallait trouver plein d'histoires à raconter, des reportages, vidéos, textes, photos, beaucoup de shooting mode. Aussi bien sur le site qu'en newsletter, qu'en social media. Donc j'avais une super équipe, pratiquement que des filles, et j'ai adoré manager cette équipe. Ça s'est très très bien passé avec tout le monde, à une exception près, j'ai eu un cas un peu compliqué, mais sinon c'était une joie. C'était une joie, c'était dur, hein, parce que honnêtement, j'arrivais dans une boîte... D'abord, tous les échanges se faisaient en anglais, parce qu'il y avait un bureau à Londres, un bureau à Berlin, un bureau à Milan, un bureau à New York. Ensuite, il y en a eu un à Hong Kong, un à Madrid, un à Stockholm. C'était vraiment le grand plan de développement, comme dans toutes ces startups, quand elles ont levé beaucoup de fonds, elles sont obligées d'y aller à fond. Donc, c'était beaucoup d'événements, beaucoup de prises de parole publiques aussi. Je devais parler de la mode circulaire dans plein de colloques et tout. Tout ça en anglais, des réunions en anglais, un jargon technique aussi, un jargon du web, que je connaissais pas forcément, jargon de la mode, ça je le connaissais à peu près, mais oui, jargon UX, jargon tout ça, c'était beaucoup, j'étais un peu dans la sulfateuse quoi au début. Hein. Et puis en plus un décalage horaire avec nos équipes ailleurs qui faisait que j'ai énormément bossé la première année. C'est-à-dire qu'il fallait je voulais répondre aux mails des équipes qui avaient un décalage horaire, donc en gros je répondais à mes mails encore à minuit. Ça a vraiment été un peu foufou. Je l'ai fait aussi parce que j'avais l'impression d'apprendre un truc de dingue. Et je me doutais que ma carrière se passerait pas là-dedans, mais ce qui allait être appris ne serait plus à apprendre, entre guillemets. C'est ça, je trouve pour la suite, ouais. C'est ça. C'est un peu paradoxal, parce que j'avais quand même un enfant en bas âge, donc on se demande un peu pourquoi j'ai fait comme ça. Mais il était encore petit. Tout petit, si tu veux. Donc, je ferais pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, non. J'ai envie d'être à la maison le soir, de faire les devoirs, de bouquiner. Quand ton enfant est encore tout petit, il passe essentiellement de la crèche ou des bras de la nounou à sa petite purée et à son lit. C'est ça. Même si tu lui racontes une petite histoire. Donc ça fait que oui, je rentrais pas forcément tard de la maison, du bureau, mais je bossais tard le soir. Et puis je bossais quand même... pas mal le week-end, fallait toujours checker des trucs sur le site, toujours, c'était une veille permanente, mais ça a été extrêmement passionnant, vraiment c'était génial quoi. Et encore une fois, j'ai eu la preuve que j'adorais manager. Au bout de 2 ans et demi, j'en suis partie, parce que là quand même, j'étais assez exsangue, et c'est le moment aussi où Vestiaire s'est fait racheter par une boîte, enfin il y a eu un nouvel actionnaire majoritaire, qui était vraiment un acteur du e-commerce, vraiment grosse artillerie, ce qui a très bien réussi à Vestiaire Collective, qui cartonne, hein, je pense qu'il fallait ça. Moi, j'avais été là pour donner du sens aussi, pour donner du fond, parce que les fondateurs historiques étaient très sensibles à ça. Des gens très fins, qui avaient beaucoup de goût, des gens qui eux-mêmes consommaient de manière très responsable. Donc ça m'a plu pour ça, quand la boîte a vraiment commencé à devenir quelque chose qui devait avoir un ROI très fort, et forcément, il faut un ROI très fort quand tu lèves tant de fonds. En fait, j'avais plus ma place, et je pense que j'aurais plus été compétente, et j'ai eu la confirmation après. Il fallait quelqu'un pour monitorer une homepage et qui craque de la data toute la journée. Si tu veux. Moi, j'étais quelqu'un qui arrivait en disant oui, ce serait bien de faire un truc sur Saint-Laurent, rive gauche, vintage, parce que telle fille collectionne, et ça va être hyper bien pour la home du site. C'est plus du tout comme ça, et ils ont raison, parce qu'ils sont beaucoup plus performants. Il y a des temps de développement, je pense, pour les boîtes. Je pense qu'il fallait ça
notamment Pour à l'époque asseoir où j'y aussi, étais, je pour pense, asseoir, ouais. pour aussi faire rêver et donner envie, faire parler, et puis asseoir et légitimer. Au moment où je suis partie, je sentais que j'allais plus être la bonne personne. Je me serais fait virer, je pense, par les nouveaux arrivants. Non, mais t'as eu de l'instant aussi. Oui. Puis moi, j'avais appris ce que j'avais à Ouais. apprendre. Et ça commençait à être un peu, ça allait être un peu les saureuses à salade, quoi. On allait être vraiment pressés comme des citrons. J'avais plus envie de ça non plus. Et là, je me suis retrouvée de nouveau pigiste à mon compte en 2019, donc ça fait 2 ans. Et j'avais jamais arrêté la télé et la radio quand je bossais chez Vestiaire. Ça, on n'en a pas parlé. Ça, je voudrais qu'on en parle. C'était un peu... C'est-à-dire que quand tu étais à l'Express Style, tu as commencé à faire des apparitions à la télé et à la radio. Alors d'abord la radio, parce que l'émission a commencé... c'est sa 12e saison, là, je crois. Ah, déjà? Non, 11e ou 12e, je sais plus. Je sais plus. C'est beau. Oui, c'est long. Et j'ai commencé donc quand j'étais à Express. Au départ, c'était une émission d'été. On a fait un remplacement. Donc on va déguster. On va déguster. Sur France Inter. Exactement. 11h midi. Ah non, c'était peut-être le samedi à l'époque. Mais ça, j'avais lu que ça avait commencé effectivement par un remplacement d'été. C'était un remplacement d'été. Au pied levé, c'était samedi ou dimanche, j'ai oublié. Donc toi, dès la c'était pas un remplacement, non, c'était une émission d'été. La grille d'été est différente de la grille du reste de l'année. On propose à François Régis de faire une émission d'été. Ça se passe bien, on est très mauvais au début quand même. On a vraiment la voix hyper blanche. Je pense il faut surtout jamais réécouter les premières émissions. Ça doit être atroce, pas naturel, stressé. C'est quand même stressant. Je pense savoir que t'es en direct et tout, c'est quand même pas rien, quoi. Moi, je suis confortable derrière mon micro de podcast. Évidemment. Voilà, c'est un peu... Puis, ce que tu gagnes avec le temps, c'est une forme d'aisance où, même si t'as ripé, si t'as la langue à fourcher, tu rigoles. Oui, c'est ça, tu ne tombes pas dans les pommes. mais le premier été, tu rigoles pas du tout, t'es en panique, t'as envie de mourir, t'as envie de te taire, quoi. T'as envie de... Bon, on fait une émission d'été, qui est vraiment destinée à n'être qu'une émission d'été, et quelques mois plus tard, effectivement, la direction rappelle François Régis en lui disant quelqu'un sort de la grille, le créneau se libère, est-ce que tu peux reprendre l'antenne dans 15 jours? Voilà. Et c'est parti comme ça, et ça s'est pas arrêté. Donc oui, à l'Express, je faisais déjà On va déguster. Quelques années plus tard, j'ai rejoint de nouveau François Régis dans Très Très Bon, sur Paris Première, qui à l'époque était un petit module. Au départ, il était tout seul. Puis après, Mina est arrivée, il y avait genre 2 séquences, et je suis arrivée quelques mois plus tard pour m'occuper du sucré. Parce qu'il fallait du sucré, que moi j'aime bien parler un peu de tout, quoi. Je suis pas non plus obsédée par la pâtisserie, mais il s'est dit, elle va trouver des trucs à raconter sur la pâtisserie. Et j'ai viré un peu ma cutie il y a 2 ans, ou 3 ans, je sais plus. Je trouvais que j'avais fait le tour du sucré, et je trouvais que ce serait bien de passer la main. Valentine m'a remplacée, elle fait ça très bien. Et moi je voulais, j'ai proposé à la prod et à la chaîne une chronique qui s'appelle Très Très Green, qui est un peu un fourre-tout dans lequel tu peux tout mettre. C'est-à-dire que tu peux à la fois y mettre quelqu'un qui a un engagement social dans la bouffe, quelqu'un qui a un engagement écolo, quand c'est les deux, c'est encore mieux, quelqu'un qui fait quelque chose de juste super healthy. Alors c'est peut-être moins mon credo, mais si j'entends parler d'une fille qui fait de la cuisine ayurvédique, avec des super aliments, avec une vraiment healthy et très bien pensée, même, il y a des chances d'ailleurs que cette personne-là, si elle fait ça, il y a quand même un engagement en faveur des produits qualitatifs, mais parfois c'est des produits du bout du monde, donc tu coches pas toutes les cases. Non, elle a sa place dans Très Très Green, même si j'ai tendance, moi, à vouloir favoriser plutôt quelqu'un qui fait des confitures à Aubervilliers avec des fruits gâtés et avec des gens en réinsertion, ça m'intéresse plus. Moi, le côté hyper holistique, ça m'intéresse en termes de sujet d'étude, mais j'ai pas envie de couvrir tous les coffee shops healthy de Paris. Mais je le fais un peu à la marge aussi. Et je suis contente de cette rubrique parce que tu peux dire plein de choses, quoi. Enfin, mais j'ai adoré la pâtisserie et je continue quand il faut commenter un gâteau. Ça m'est arrivé il y a pas très très longtemps. Je prends quand même vachement de plaisir à le faire, quoi. Donc oui, télé et radio pendant que j'étais à Express Style, et télé et radio absolument quand j'étais chez Vestiaire Collectif. J'aurais jamais mis tous mes œufs dans le même panier. Ça, c'est un bon conseil aussi. Ah oui. Écoute, je quittais quand même la presse pour aller dans une start-up où j'avais des KPI de fou. Non, en fait, c'est pas vrai, j'avais pas des KPI de fou, j'étais un peu la seule à pas trop en avoir, mais ça me pendait un peu au nez quand même. Fallait faire des reportings, fallait ci, fallait ça. Je savais très bien en y allant que j'y passerais pas 10 ans. C'était évident, j'y allais
sans savoir combien de temps j'y resterais, mais j'y allais parce que je trouvais ça formidable d'y aller, c'est tout. Ouais. Et pas de... C'était pour moi un peu que je faisais, quoi, pour apprendre quelque chose, parce que franchement, en termes de plan de carrière, ça apportait pas grand-chose. Sinon, que ça m'a donné une sensibilité beaucoup plus 360, et puis une compréhension de comment tu peux mutualiser des contenus, des impacts que tu as avec social media, newsletter, versus un contenu un peu plus froid sur le site. Ouais. Et que quand j'ai quitté Vestiaire Collective et que j'ai commencé à bosser un petit peu pour des marques, ce que je fais encore un petit peu, j'ai c'est pas une immense compétence, c'est pas ça que je veux dire, mais j'ai une compréhension assez immédiate des enjeux que peuvent avoir une marque. Voilà. Et ça, je l'ai gagné en bossant chez Vestiaire. Et effectivement, j'ai continué à aller à la télé, à la radio. Un peu moins chez Vestiaire. J'y allais tous les dimanches avant. Je crois qu'à compter de ce moment-là, j'y suis allée plus que 2 fois par mois ou 3 fois par mois, avec une priorité sur les émissions enregistrées. On enregistre très peu. Mais quand il y a un enregistrement la semaine, c'est pour moi. Ce qui fait que je peux être tranquille le dimanche. Ouais. Oui, parce que tu pouvais pas... Non, et puis surtout, j'ai une vie de famille, j'ai mon fils. Ouais. Je pouvais pas. Et aujourd'hui, je continue comme ça. J'y vais 2 fois par mois. Je suis séparée du père de mon fils, ce qui fait que je n'ai mon fils que 2 semaines par mois, enfin, incluant 2 week-ends par mois. Je veux pas être à la radio quand j'ai mon fils. De temps en temps, je peux l'emmener, mais là, avec le Covid, etc., les enfants n'ont plus le droit d'aller à Inter. Il était ravi que je l'emmène, hein, mais... Et les week-ends où j'ai pas mon fils, j'ai pas forcément envie de me lever pour aller travailler. Voilà. Donc, le rythme c'est un peu réduit, mais je continue à prendre un plaisir fou et aller, 11 ans plus tard, je me régale toujours autant, quoi. Et en termes de cap à passer pour quand tu arrives à la radio, tu deviens une voix aussi familière des auditeurs, à la télé également, tu rentres chez eux, il y a un cap de notoriété, je pense, peut-être. Est-ce que toi, ça t'a... est-ce que tu as senti une différence ? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie ? Je pense notamment, peut-être plus immédiatement à la télé, parce que on se dit on te voit le dimanche à la télé, et puis après potentiellement on peut te rencontrer par hasard dans la rue. Est-ce que toi ça a changé quelque chose ou pas du tout ? Ça a pas changé grand-chose, parce que c'est pas non plus la notoriété que tu as quand tu fais Top Chef, tu vois. C'est juste extrêmement agréable. Mais agréable à un point que tu peux même pas imaginer. C'est-à-dire que les quelques personnes qui m'arrêtent sont des personnes qui me disent « Oh là là, mais ça fait tellement plaisir, mais vous et votre équipe, vous ensoleillez nos dimanches. » En gros, on te dit plutôt ça. Ouais. Donc c'est vraiment sympa. On te demande des conseils, mais comment vous avez fait pour faire ce métier ? Et oui, je suis sans doute plus reconnue au restaurant que je ne l'étais avant. Mais je dois avouer que c'est très agréable, quoi. Enfin, t'as le bon côté, en fait. Oui, c'est une petite notoriété quand même assez urbaine, tu vois, c'est Paris, Lyon, Marseille, et qui n'est que agréable, mais vraiment que agréable. C'est toujours un grand smile, c'est toujours sympa, puis c'est de la bouffe, les gens adorent ça. Donc ils sont... le seul truc parfois qu'on ait pu me dire, c'est pas possible, vous mangez pas, vous devez pas manger tellement vous êtes maigre. Alors, au début, je me disais si, mais je mange pas entre les repas. Et puis, finalement, je dis rien. C'est juste pas très sympa de parler de façon de manière générale. T'as envie de dire aux gens, mais en fait, à quel moment vous parlez du poids d'une fille ? À quel moment le poids, soit parce qu'on serait trop gros ou trop maigre, à quel moment on a le droit de parler de ça, en fait ? On a juste pas le droit de parler de ça. Non. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait comme il veut, comme il peut, et on en est toujours là parfois. Oui, c'est fou, hein. J'ai ça parfois, mais plus sur Instagram, parfois. Ou sur les réseaux, j'entends un peu ça, mais bon, non, sinon les gens que tu croises dans la rue, c'est vraiment, je pense que Mina te dirait pareil, François Régis encore plus, lui c'est vraiment un gros niveau de notoriété maintenant, depuis qu'il a fait Top Chef, M6 et tout, c'est vraiment autre chose, quoi. Moi c'est vraiment pile poil la notoriété hyper plaisante, quoi. Non, c'est vraiment donc continuez à venir me dire bonjour, je suis ravie, ça me fait trop plaisir. Et à quel moment tu as rejoint Marie-Claire ? Parce que là, tu as renoué avec ton amour pour la presse. Ouais. J'ai rejoint Marie-Claire fin février 2020. Quelques semaines avant le premier confinement. En décembre et en janvier, Catel Pouliquin, avec qui je travaillais à l'Express Style, qui était rédac chef mode, et qui est une très bonne amie, qui a ensuite été rédac chef du Elle, me contacte et me dit je vais prendre la direction éditoriale du Marie-Claire. Elle me dit je sais que la presse écrite t'en a un peu soupé et que
et que t'as envie de travailler chez toi en pyjama. Mais quand même, si tu pouvais lire mon projet, et voilà, si tu pouvais réfléchir au fait de nous rejoindre pour t'occuper du lifestyle, donc bouffe, déco, design, voyage, etc. Je lui dis rien de particulier, je lis son projet et je la rappelle et je lui dis écoute, en fait, je t'explique. Déjà, le simple fait de bosser avec toi, c'est oui. Ton projet est canon. Tu irais demain au Chasseur Français ou à l'Usine Nouvelle, je viendrai avec toi parce que c'est toi. Quoi que tu me proposes. On rêvait toujours le même truc et puis toujours et puis une fille vraiment vraiment extraordinaire quoi. On s'entendait hyper bien à l'Express, on n'a jamais vraiment bossé ensemble. Quand elle est partie de l'Express, j'étais pas encore rédac chef, donc elle était vraiment à la mode et moi plutôt société psycho, on bossait pas vraiment ensemble. Mais on rêvait de trouver un moyen de bosser ensemble. Ça avait failli se présenter à quelques occasions dans le passé, puis là l'occasion était trop belle. Son projet était génial, de renouer avec un Marie-Claire engagé, parce que Marie-Claire a vraiment été un magazine féminin engagé, et pas le magazine de la Parisienne. Ça, c'était plutôt le Elle, historiquement, que était le magazine de la Parisienne, quand Marie-Claire était le magazine de la Française, avec vraiment des sujets très forts à l'époque, sur l'avortement, des sujets, vraiment des sujets engagés historiquement, et Catel a fait un contrat de lecture, comme on dit, qui est vraiment super, à la fois engagé, écolo, féministe, moderne, inclusif, sexy, gourmand, pas culpabilisant, joyeux, festif. Et donc, voilà, évidemment que j'y allais. Et j'y vais alors quand je suis arrivée au printemps 2020. 15 jours plus tard, on a été confinés, donc on n'avait plus le journal, donc on s'est très peu vus. Moi, mon deal avec le journal, c'est que je suis pas tous les jours. Maintenant, avec les habitudes de télétravail que tout le monde a pris, je pense que plus personne ne va y être tous les jours. Ça, Moi, j'avais un peu devancé l'appel. J'ai pas envie, moi, d'être non plus bouffée par les transports. J'ai pas envie d'être bouffée par la vie de bureau. En fait. Voilà. C'est vrai que j'ai pas non plus un nombre immense de pages par mois, comme tu peux l'imaginer. Un magazine comme Marie-Claire, c'est beaucoup de mode, beaucoup de beauté, beaucoup de société, beaucoup de reportages. Le lifestyle infuse un peu tout, mais ma section à moi, c'est 8-10 pages par mois. Donc à 8-10 pages par mois, t'as pas besoin d'être tous les jours au journal. Quand tu fais un mensuel. Quand tu fais un hebdo, oui, tu devrais être là. Un mensuel, non. Il se trouve que du coup, on s'est créé un petit noyau de travail avec Catel, Philomène Piéguet à la culture, Nathalie Dolivo au magazine. On se voit en dehors du bureau aussi. On se voit, on prend des cafés, on discute, on brainstorm. Et c'est un bonheur total de travailler avec cette équipe, quoi. C'est vraiment... c'est une joie, ça fit, on s'entend bien, ça se tire pas la bourre, on se voit pas assez, ça c'est sûr. La période s'y prêtait pas trop. La période s'y prêtait pas, il faut qu'on se voit plus. Je suis hyper contente du travail qu'on fait. Je trouve que le magazine est un super magazine. Il y a beaucoup de choses à lire, avec beaucoup de joie et beaucoup d'engagement. Et moi, j'ai pu développer au sein du groupe Marie-Claire, et pour porter la marque Marie-Claire, un hors-série sur la food. Donc, deuxième hors-série été, qui est sorti le 15 juin, et le premier était sorti à l'automne dernier. Et j'en fais un autre, là, que je devrais être en train de préparer à l'heure où je te parle. Il est presque bouclé, on va dire. Qui paraîtra le 10 novembre. Qui sera de nouveau, qui sera le 3e numéro, automne-hiver. Et je m'éclate à faire ça. J'ai pas tout à fait carte blanche. C'est-à-dire qu'il faut être assez serviciel et il faut qu'il y ait pas mal de recettes, ce qui était pas tout à fait le cas dans le premier. Parce qu'on l'a fait vraiment à l'arrache. On l'a fait plus dans le deuxième, mais pour le reste, j'y mets ce que je veux et j'y mets vraiment ce qui me plaît et dont j'imagine que ça peut plaire à une communauté grandissante qui ne trouve pas forcément ça ailleurs dans des supports écrits en France. Je te confirme. D'ailleurs, en tant que lectrice, c'est vraiment ce que j'ai retrouvé, c'est que c'est un magazine qui n'existait pas dans les kiosques jusqu'à présent, donc c'est ça qui est super. Et je trouve que tu mets aussi beaucoup à l'honneur des femmes, en fait, et ça vient assez naturellement, sans que ce soit appuyé, mais ça reflète aussi le fait qu'il y ait plein de femmes qui font plein de choses dans la food en ce moment, et ça se retrouve dans ton magazine. C'est juste, ça me fait plaisir que tu le notes. C'est vrai que j'ai voulu faire quelque chose qui me tient à cœur. Ce qui me tient à cœur, mais je pense comme toi, comme beaucoup de femmes, et j'imagine d'hommes aussi dans notre milieu, c'est de mettre en avant des talents féminins, masculins aussi, évidemment. Mais si je peux mettre en avant des femmes cuisinières, chefs, activistes du bien manger, je pense à Sophie Haro, l'américaine, que je trouve géniale, qui milite autant
contre les inégalités raciales, que pour le sourcing vertueux, que pour l'inclusivité. Elle est extraordinaire. Cette fille-là, je savais très bien que son portrait plairait. On ne peut la connaître que si on la suit sur Instagram. Il n'y avait pas de raison de la connaître en France. Exactement. Il n'y a pas d'endroit pour parler d'elle. Si, des magazines féminins pourraient le faire d'ailleurs, tout à fait. Mais j'étais tellement contente de faire quelque chose avec elle. Mais ça va de gens plus connus aussi. Alessandra Montagne, je suis trop contente de la mettre en scène. Je sais pas forcément la discrimination positive, mais j'ai un prisme féminin fort. Il y a tellement de filles qui n'ont pas la parole. Tellement de filles que je trouve brillantes et qu'on voit nulle part, que j'ai de quoi remplir 15 sommaires. C'est pas que je veux pas d'hommes, d'ailleurs, il y en a. J'ai fait un portrait, Mina a fait un portrait, Mina Soundira a fait un portrait de Pierre Coulon, le fromager militant. Évidemment que j'ai envie d'avoir Pierre Coulon, il est épatant. Et je me suis pas dit c'est dommage que ce soit pas une fille. Bon, par ailleurs il est militant LGBT, donc bon. Et puis il est associé avec des filles, je crois. Il est associé avec des filles, plutôt que de bien se payer lui, il salarie tout de suite des filles, il réinvestit tout de suite de l'argent, il vient de racheter une fromagerie à Camembert. Enfin bon, c'est un gars épatant, engagé, marrant, etc. Donc oui, je vais évidemment mettre des hommes, je vais mettre des couples, le couple des Bourdons au petit hôtel du Grand Large à Quiberon, c'est vraiment un couple fusionnel. J'ai rien du tout contre les hommes, du tout, mais j'ai juste de quoi remplir des 10 prochains numéros pratiquement avec des femmes. Donc pourquoi je le ferais pas, puisque d'autres ne vont pas le faire. C'est ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et que j'ai les clés. On m'a confié un hors-série en disant tiens, on te donne les clés, tu mets ce que tu veux dedans, à condition que ce soit du sens, que ce soit beau, et que tu nous mettes aussi des recettes dedans. Et d'ailleurs, je crois à fond à la recette. J'adore les recettes, mais j'adore les recettes qui viennent en complément d'autre chose, d'une histoire. Moi, la recette pour la recette ne m'intéresse pas, mais la recette dans un tout livré avec du portrait, avec un engagement, avec des produits, là pour moi ça a un sens pas possible. Dans le deuxième hors-série, on a fait un portrait d'une fille qui s'appelle Georgia Goghi, qui est la chef de la masseria Morosetta dans les Pouilles, et avec une de ses amies photographes, elles nous ont carrément livré, j'en ai mis, on a fait 12 pages, mais j'aurais pu faire 30 pages, de recettes qu'elles ont faites, toutes les deux ensemble, un peu hors saison dans les Pouilles, en allant le matin au potager, au pied de la ville blanche d'Ostuni, cueillir une salade, des herbes, après les premières tomates, etc. Donc leurs recettes sont sublimes. C'était vraiment un très beau sujet, mais c'était surtout pour moi un beau sujet parce que les recettes finales portent en elles la terre qui a produit des salades, des légumes, etc. Je ne décorrèle pas la recette des gens, en fait, des gens qui travaillent la terre, quoi. Et c'est une belle manière de travailler parce que c'est pas forcément ce qu'on retrouve. On est habitué à des fiches recettes, à des choses comme ça dans les magazines, surtout les magazines féminins. Mais là, le fait que les recettes, c'est la suite du reportage, en fait. Oui, c'est ça. Alors, t'as quand même maintenant, je trouve, des magazines assez engagés, type 180 degrés, etc. Hilo, je sais que t'as fait un podcast avec Noémie Malaise. Tout à fait. Eux sont vraiment dans quelque chose de très affiché, comme surtout Hilo, très, très écolo. C'est le prisme, en fait. C'est vraiment le prisme. Moi, aucun sujet n'aura pas sa dimension écolo, je pense. Mais je suis plus dans quelque chose qui va relever de la... J'ai pas de prisme écolo. J'ai 1000 prismes, en fait. J'ai le prisme du féminin, du plaisir, du kiff. J'aime bien l'idée d'être un peu dans des interstices avec beaucoup de prismes qui convergent. Mais je trouve quand même qu'il y a un paysage éditorial vachement intéressant. Entre Hilo, 180 degrés et tout, c'est quand même pas mal. Hein. C'est beau de voir que la presse continue, en fait, et n'est pas morte, contrairement à ce qu'on entend. Même la grenouille à grande bouche, je sais pas si tu vois ce que c'est, ils ont aussi un magazine qui est hyper bien fait. C'est enthousiasmant, tout ça. Moi, ça me fait super plaisir que des gens, et des jeunes, surtout beaucoup plus jeunes que moi, croient au print, quoi. Il y a de l'espoir. J'aimerais bien revenir sur quelque chose qui est vraiment inhérent à ta personnalité, c'est que tu es issu d'une double culture française et suédoise. Est-ce que ça joue un rôle dans la manière dont tu perçois la cuisine, dans la manière dont tu perçois l'égalité en cuisine, même si on va revenir ensuite sur la partie, plus spécifiquement sur la place des femmes dans la gastronomie, même si on a commencé à en parler un peu avec Marie-Claire Food. Je pense que le fait d'être d'une double culture franco-suédoise a clairement eu un impact fort sur ce que je suis, ma manière de voir le monde et ma manière de voir les rapports hommes-femmes. Alors d'abord, culinairement, ça a eu un impact, je t'en ai parlé un petit peu au début. C'est que je pense que je suis assez, même dans mes goûts, assez
ouverte d'esprit et assez cosmopolite. C'est-à-dire que découvrir une nouvelle recette afghane va plus m'intéresser que de maîtriser à la perfection quelque chose que je sais déjà faire. Donc j'ai vraiment les antennes un peu sorties, je pense. Et ça, c'est le fait que j'ai été élevée sans doute dans cette double culture. Et en termes de rapport à la vie, au monde et à la manière dont les rapports humains se jouent, oui, ça a vraiment une importance. Dans le sens où je suis obsédée par l'égalité. Obsédée par l'égalité salariale. Je suis très très nulle pour me vendre moi-même et pour défendre mes propres intérêts. Je garde un grand regret, je vais pas être trop précise, mais tu vas comprendre l'idée. On m'a refusé une augmentation qui m'était promise parce que je venais d'annoncer que j'étais enceinte. Et j'ai eu mon augmentation promise, qui était quand même pas énorme, à mon retour de congé maternité chez un employeur. Bon, maintenant que je te dis ça, tu peux deviner où c'était. Oui. Et je regrette amèrement de ne pas avoir réagi. À l'époque, j'étais tellement contente d'être enceinte. J'ai dit, c'est vraiment dégueulasse. J'ai dit, c'est vraiment dégueulasse. J'ai dit à la personne qui m'a dit ça, est-ce que tu te rends compte que c'est du sexisme ordinaire et que c'est inacceptable? Et j'en suis restée là. Je regrette aujourd'hui de ne pas être allée voir la SDJ, la Société des journalistes, pour raconter ça. Il y aurait un communiqué et le problème aurait été réglé et ça aurait créé un précédent qui aurait valu pour les jeunes femmes qui me suivaient, qui peut-être étaient moins privilégiées que moi, parce que moi peut-être je pouvais vivre sans cette petite augmentation, mais peut-être que je pouvais quand même payer mon loyer sans ça. Mais je regrette amèrement ce truc-là. J'y pense, mais je vais te dire, il n'y a pas une semaine où j'y pense pas. C'est débile, hein, c'est vieux maintenant, mais j'y pense. Et donc, depuis lors, je laisse pas passer grand-chose. Parce que j'ai failli un peu à ce que je considérais être ma mission, parce que j'étais un peu, je devais avoir les hormones un peu en vrac, et que j'ai manqué de courage, tout simplement. Faut accepter que parfois tu manques de courage. Qu'après c'est trop tard, et après si t'as pas réagi à chaud, tu réagis pas à froid, et puis tu passes à autre chose. Donc, ça veut dire que dans le monde de l'entreprise, je me suis toujours battue pour mes équipes. Je me suis toujours battue pour faire monter des filles en poste, même quand elles pensaient ne pas être capables. Ça, si, tu te bouges, on y va, tu es capable. Et que, oui, je mets en avant autant que je peux, dès que possible, des femmes dans les médias dans lesquels je travaille. C'est-à-dire que dès que je peux parler d'une femme, je le fais. Ça se manifeste essentiellement comme ça, quoi. Et je devrais faire quelque chose de plus que je fais pas beaucoup parce que je manque vraiment de temps et parfois je suis prise par le temps et ça me stresse. C'est que j'ai pas mal de jeunes femmes, ou pas forcément jeunes, qui m'écrivent, notamment sur les réseaux sociaux, et qui me demandent des conseils. Et j'aimerais pouvoir répondre tout le temps, et je le fais pas beaucoup. Ça, c'est l'autre truc sur lequel il faut que je vois, parce que je trouve vraiment, s'il y a un truc que tu dois faire quand t'as dépassé la quarantaine, que t'as 20 ans de vie professionnelle devant toi, c'est vraiment de passer, quoi, et donner des conseils, d'aider, et de pas être avare de son temps. Mais bon, les journées sont ce qu'elles sont. Donc, parfois je réponds même pas, parfois je réponds, j'ai oui, on peut se parler, là j'ai pas trop le temps et tout. Et c'est le truc sur lequel je suis pas du tout exemplaire, c'est que je devrais répondre plus. Et c'est c'est un peu la mission que je me suis fixée. Alors, d'ailleurs, peut-être je réponds avec un podcast comme le tien. Tu réponds à beaucoup de questions et tu donnes beaucoup de clés aussi. J'espère, grâce à toi, tu vois, ça me donne une chambre d'écho plus grande que de répondre à une personne en privé, en DM. Mais c'est vrai que je regrette, et pareil, j'ai un peu honte, je me dis, je suis pas sympa, j'ai pas répondu, mais vraiment, tu peux pas... Il faudrait pouvoir le faire, et je prends pas forcément le temps, quoi. Et en cuisine, oui. Dans ce qui se passe dans la cuisine, oui, je suis contente que ça bouge. Je suis contente que des comportements qui ont été légion soient considérés comme inacceptables aujourd'hui. Je pense qu'on est au début du chemin. On est qu'au début, ouais. On est au début. Je me demande comment ça va se passer au niveau de la formation. Je crois qu'il y a des choses qui sont mises en route parce que dans les écoles ont un rôle à jouer. Je sais pas, moi, si on n'est pas formé dès qu'on arrive au CAP ou dès qu'on arrive à l'école hôtelière, si on n'a pas des formateurs qui eux-mêmes ont été formés à propager cette bonne parole-là, à dire en fait, au premier commentaire déplacé, à la première phrase sexiste, en fait, ça voudrait juste dire, c'est même pas que vous ferez virer du programme, ça voudrait juste dire que vous n'avez rien compris à ce qu'est la cuisine, parce que la cuisine c'est le partage, la cuisine c'est s'épauler, la cuisine ça devrait être une émulation, c'est un travail d'équipe, si vous n'avez pas compris ça, en fait, vous méritez pas votre place ici. Tant qu'il y aura pas un changement de paradigme tel, oui, il y a des changements à la marge,
Et effectivement, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est le diable des réseaux sociaux et c'est aussi sa force. Tout à fait. C'est très bien aussi. Ça ouvre la C'est porte diabolique à et c'est très bien aussi. À cette parole-là, ouais. Donc je suis vraiment contente que ça change. J'espère juste que... Alors là, on parle du sexisme en cuisine et des violences potentielles en cuisine. Est-ce que du fait que le terreau va être plus propre et que le paysage va être un peu cleané, ou un peu plus apaisé, est-ce que plus de femmes vont aller à l'école de cuisine? Et surtout, le problème n'est pas tant celui-là, le problème est que les femmes sortent diplômées et après disparaissent dans la nature. Ouais, ou ne font pas très long feu parce Font qu'elles pas long sont jamais promues ou Voilà. elles sont pas très bien Donc, traitées. qu'est-ce qui va se passer pour ces femmes-là? Moi, ce que je voudrais, c'est qu'effectivement, il y ait des femmes partout. Mais pas parce qu'on voudrait les y contraindre, mais Parce qu'on perd tellement de talent, en Oui, fait. qu'on perd des talents et qu'elles-mêmes se sentent pas dévalorisées, qu'elles-mêmes n'aient pas peur. Qu'en sortant de l'école, quand tu sors major de ta promo, peut-être que tu as ta place dans un super resto ou de créer ton propre truc. Ouais. Aussi, on en voit quand même maintenant pas mal. Hein, on en voit de plus en plus. De jeunes femmes entrepreneurs qui effectivement n'ont pas envie de se fader la vie de la brigade, mais qui créent leurs propres choses. Et ça, vraiment, moi, ça me met en joie. Et dans ton environnement professionnel, est-ce que il y a beaucoup de femmes dans les journalistes culinaires, les critiques gastronomiques? Alors moi, je suis très proche de Mina Soundiram, qui est avec qui on a créé un podcast qui est un peu en sommeil en ce moment. Enfin, il est pas un peu, il est en sommeil en ce moment, mais il va reprendre, c'est sûr. Il s'appelle Chaud. Je suis vraiment très proche d'elle, qui continue très très bon, mais qui bosse chez Brut maintenant. Donc, elle évolue dans une autre rédaction. Elle a beaucoup contribué au premier hors-série Food. Je suis très proche de François Régis, qui n'est pas une femme, comme tu le sais. Non, mais par contre, on peut saluer quelque chose, c'est que dans toutes ces émissions, il y a vraiment la parité, que ce soit chez les journalistes, ou les chroniqueurs, comme chez les invités. Et ça se fait assez naturellement, et c'est tout ce qu'on demande finalement. Et j'allais y venir, effectivement, François Régis n'est pas une femme, mais Laurane Thomas, notre réalisatrice, est une femme. Nadia Chougui, qui est notre attachée de production historique, qui est là depuis le début, est une femme. Et puis François fait super attention. Mais il fait super attention sans faire des calculs. Ouais, il fait gaffe, quoi. Il fait gaffe. Mais il fait gaffe, ça lui paraît hyper organique et naturel, si tu veux. Au Marais Clair, on est que des filles à la rédaction, avec 2 hommes à la correction, au SR. Si on n'est que des filles à la maquette, partout, à la rédac. Et c'est vrai que je fais bosser beaucoup de filles, moi, dès que je peux, en contributrice. Je fais bosser Nora Boisoni, Marie-Claire Food, Lauriane Mélière, Catherine Castro, qui est une super journaliste société du Marais-Clair, qui fait du super papier pour le food. Marielle Gaudry, qui est la sœur de François Régis, qui est une jeune photographe super prometteuse. Qui a un œil, Ah oui. Anaïs Boileau, qui est une super photographe. Mais j'ai aussi des photographes hommes. Pierre Lucet Penato, qui est le photographe avec qui je fais mon bouquin de recettes, parce que je m'entends hyper bien avec Pierre. Donc voilà, ça s'est présenté comme ça. Très lâche. Oui, on peut en parler, bien sûr. De ton livre, donc Mon livre, qui va sortir là incessamment, le 29 septembre. J'en suis très contente. C'est assez copieux. Il y a plus de 150 recettes. L'idée était vraiment de faire quelque chose de archi simple, mais qui a de la gueule, et de montrer qu'on peut cuisiner rapide, facile, inspiré d'autres cultures que la sienne, de cultures qu'on connaît pas, où on se dit mais je vais jamais réussir à faire ça, c'est une recette iranienne, moi je cuisine pas iranien, en fait, c'est pas compliqué. En rendant toujours justice au pays d'origine, il s'agit pas de faire semblant que c'est un truc français alors que c'est une recette complètement iranienne. Je pense au riz croustillant, le tahdig. Je vais évidemment pas dire que j'ai toujours fait. Je rêve d'aller en Iran. Je rêve de bien connaître cette cuisine. Et comme je ne la connais pas bien, le meilleur moyen que j'ai eu de m'en approcher, c'est d'essayer de faire un tahdig. Je prétends pas que c'est le meilleur tahdig. Comme quand je fais un mafé, qui est une recette malienne d'origine, mais qu'on trouve beaucoup en Afrique de l'Ouest, je prétends pas faire le mafé que ferait une cuisinière malienne. C'est juste une recette que j'aime tellement. Mais je raconte ça. Je raconte voilà ce que veut dire mafé en bambara. Faut faire attention à ça, parce que c'est une question que je me suis beaucoup posée. Comme j'ai un prisme comme ça très international, culturellement ouvert, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a un risque d'appropriation culturelle? C'est un vrai sujet maintenant. Je me suis posé la question, tu vois, j'irais pas porter une robe en wax, j'irais pas faire ça. Alors pourquoi est-ce que je mets une recette de mafé dans mon bouquin? Je te pose la question, tu vas me répondre parce que j'ai pas la réponse. Non, mais je trouve que c'est exactement ça, c'est dire d'où ça vient, rendre hommage à la culture. Et ne pas prétendre et puis ne pas te dénaturer, c'est-à-dire que ne pas prétendre que tu tiens la meilleure recette
et ne pas changer le nom non plus, tu vois. Tu vois parfois des trucs genre une recette salade asiatique. Bah, ça, c'est l'appropriation culturelle. Si c'est une salade de porc fermentée à la laotienne, c'est une salade de porc fermentée à la laotienne, c'est pas une salade asiatique. Donc ils ont fait une cuisine néo-asiate. Bah non. T'as le droit de faire un boboon, mais dans ce cas, tu dis, j'ai essayé de faire un boboon, je m'en suis pas trop mal tirée, voici la recette. Mais quand même avec parcimonie. Donc j'ai quelques recettes comme ça, et sinon c'est beaucoup de recettes... des recettes de ma mère, des bricolages que j'ai inventés, des petits trucs, tu vois, des astuces pour... je sais pas, tu fais mariner des œufs dans la sauce soja, tu fais cuire des poireaux vapeur, même si tes poireaux vapeur sont un poil trop cuits, le fait que t'aies un œuf mariné à la sauce soja va te dropper ta recette. C'est essentiellement des petits bricolages un peu... enfin, des vraies recettes, hein, mais... avec des twists pour le avec quotidien. Avec des twists aussi. Pour le quotidien, pour les gens qui n'ont pas beaucoup le temps de cuisiner, avec finalement pas beaucoup de produits compliqués. Hein. J'ai 2-3 produits, moi, sans lesquels je ne sais pas cuisiner. C'est essentiellement 3 mélanges d'épices, et puis qu'on trouve en ligne. C'est pas hyper sorcier, hein. Les gens pensent que j'ai plein de trucs chez moi. Non, j'ai du yaourt, j'ai toujours du yaourt, j'ai toujours du citron vert, j'ai toujours des oignons rouges en pickles, mais c'est vraiment pas compliqué à faire. J'ai toujours plein de moutarde, plein de vinaigre, j'ai du réfort, oui, bon, du réfort, mais ça se trouve dans les épiceries d'Europe de l'Est. Et j'ai toujours du yaourt et des boulgours. Je fais des bases de sauce avec du boulgour fin, mais rien de ce que j'ai n'est incroyable. Elvira, avant de passer au questionnaire Girls in Food, j'aimerais bien qu'on aborde encore un peu la place des femmes, et notamment ta place à toi, et comment tu as ressenti, toi, le fait d'être une femme dans ton parcours. Est-ce que tu trouves que ça a été une chance, comme certaines invitées peuvent me le dire? Est-ce que tu as plutôt rencontré des freins? Comment est-ce que toi, tu vois les choses? J'ai pas vraiment trouvé que c'était une chance, pas non plus une malchance. C'est un sujet auquel je n'ai réfléchi qu'assez récemment, bizarrement. Et rétrospectivement, je porte un regard un peu particulier sur toute cette période ou ces décennies. Je pense que le fait d'avoir été une femme, une fille, fait que j'avais intégré beaucoup de freins propres à mon genre, qui consistent à ne pas oser dire, ne pas se sentir forcément légitime, à se retrouver face à un interlocuteur qui vous propose quelque chose de bien, et à tout de suite dire « Ah oui, mais pourquoi moi ? Pourquoi t'as pas pensé à machin et machin ?» Toujours ce côté à la fois trop bien élevé, trop gentille, par crainte de passer pour une fille sinon un peu dure ou un peu hystérique, parce qu'en gros, on est quand même beaucoup renvoyé à ça, hein. Soit on est docile, soit on est un peu timbré. Je dis ça, je sais que c'est un peu schématique, hein, ce que je dis, parce que tous les hommes de mon entourage m'ont évidemment pas traité ainsi. Je citais François Régis comme Alexandre Camas, c'est évidemment pas le cas. Mais je parle plutôt d'autres types d'interlocuteurs, dans des situations, pas de contexte de travail au quotidien peut-être. Et je me suis retrouvée un peu coincée là-dedans, donc à souvent la fermer quand j'aurais dû l'ouvrir. J'avais déjà cité un exemple, mais... pas toujours oser dire ce que je pensais, et puis me poser beaucoup de questions sur la forme, sur comment il fallait dire les choses. Et puis dans un milieu gastronomique quand même très masculin, moi j'avais l'impression parfois d'être prise un peu pour une conne par les hommes. Alors est-ce que c'était parce que j'avais intégré le fait que je me sentais pas légitime, que j'imaginais par parano aigu qu'on me prenait pour une conne? En réalité je crois pas, je crois que ça continue parfois encore aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui je m'en fous complètement qu'on me prenne pour une conne. Parce que j'ai 20 ans de plus et que je sais très bien que je suis légitime, je sais très bien que j'ai gagné ma place, et je sais très bien ce que je sais, et j'ai pas besoin que tout le monde me valide. Oui, t'as pas besoin de le démontrer. Voilà. J'avais besoin de validation et de démonstration. Ajoute à ça effectivement la couche de timidité qu'on évoquait, mais qui est aussi féminine. Hein. Donc non, je pense pas que ça a été tellement une chance d'être une femme... Je peux pas dire que j'étais stigmatisée, je peux pas dire que c'était un énorme frein. C'est les freins que je me suis imposés à moi-même, du fait de mon genre. Voilà. J'aurais pu me poser moins de questions, j'aurais pu foncer plus, j'aurais pu y aller plutôt que de me demander si c'était bien à moi et si je pouvais. Ce qui fait qu'effectivement, dans les dernières années, j'y suis vraiment allée, changer de boulot tous les 2 ans, aller à l'aventure et ne plus avoir peur. D'ailleurs, de fait, comme je suis assez contrariée en fait d'avoir été cette personne-là trop longtemps, plus grand-chose me fait peur aujourd'hui. Ah mais c'est super, c'est une super leçon. Oui. Et d'ailleurs, quand tu fais un peu le bilan justement de ton parcours, est-ce qu'il y a des conseils que tu aurais envie de partager avec des auditeurs ou des auditrices qui nous écoutent et qui se retrouvent un peu dans tes questionnements de
de début. Ça va te paraître un peu cliché ou enfonçage de porte ouverte, mais oui, essayez de pas avoir peur, quoi. C'est quoi le pire qui puisse arriver? Un échec, qu'on vous dise non, je veux pas de toi pour ci ou pour ça, c'est pas grave. Et ceci s'applique, je pense, autant aux hommes qu'aux femmes, mais comme on sait que les femmes souffrent plus que les hommes de cet état de fait immémorial, il faut y aller, il faut arrêter de se demander tout le temps si ah bon, mais tu crois que je peux faire ça? Oui, tu peux. En fait, si t'as envie de le faire, tu le fais. Voilà. Avec sincérité, je pense surtout dans des métiers comme les nôtres qui sont vraiment la prime à l'avenir va être, à mon avis, accordée aux gens qui ont du tempérament, de la personnalité, qui sont eux-mêmes, qui ont de la sincérité. C'est pas tant des techniciens qu'on va rechercher dans la parole culinaire. On va chercher du sentiment. D'ailleurs, tu vois bien les podcasts qui marchent bien et qu'on aime écouter sont ceux qui racontent des histoires, ou ce sont ceux qui touchent à l'intime. On n'a pas besoin d'être la personne la plus calée en gastronomie. Il faut la curiosité, évidemment. Il faut avoir les antennes sorties. On peut pas dire je ne m'intéresse pas à l'histoire de la gastronomie. Tout est intéressant. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme. On n'a pas besoin d'avoir d'avoir des faits de guerre incroyables pour avoir le droit de parler de cuisine, pour avoir le droit de parler de ceux qui la font, de ceux qui produisent les aliments. Il faut du travail, évidemment, mais il faut surtout, je pense, beaucoup de sincérité dans l'engagement qu'on entreprend, quoi. Et une voix personnelle. Une voix personnelle, Pas avoir peur d'exprimer sa voix. Moi, dans les jeunes générations, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand il y a quelque chose comme ça qui touche un peu à l'intime, quitte à ce que ce soit parfois un peu casse-gueule ou un peu bancal, c'est pas grave. Mais au moins, c'est une parole inédite, fraîche, personnelle. Je pense que la prime à l'avenir va vraiment être donnée à ça. Alors que moi, à mon époque, j'ai l'impression d'avoir un âge canonique quand je dis ça. Il fallait un peu être dans les clous. Ou en tout cas, je me persuadais qu'il fallait être dans les clous. Et le fooding m'a justement permis de me dire, mais non, en fait, c'est cool de pas être dans les clous et on peut être valorisé pour ça. C'est pas un chemin archi simple, mais ça m'a vraiment libérée. Ouais, c'est un super conseil, je pense. Merci. Elvira, on va passer à la dernière partie de l'interview, le questionnaire Girls in Food. Des questions pour mieux te connaître. Quel est ton dernier coup de cœur food ? Mon dernier coup de cœur food, c'est un livre. Alors, j'achète beaucoup de livres de cuisine, j'en reçois beaucoup. Le livre qui m'a le plus plu depuis 1 an, je dirais, c'est le livre Shabbat de Mark Grossman. Tu sais, Mark Grossman, c'est cet Américain de Brooklyn qui est installé en France depuis 20 ans, qui a le Bob's Juice Bar, Bob's Kitchen. Et il a écrit un livre sur Shabbat, mais pas un Shabbat théorique au sens des règles de ce qu'il faut manger quand on fait Shabbat chez les séfarades ou les ashkénazes, mais la célébration de ce qu'est ce moment en famille, le vendredi soir. Quand il était enfant aux États-Unis, on pouvait manger un peu tout et n'importe quoi. Ce qui comptait, c'était être ensemble. Dans son livre de Shabbat, t'as des recettes de Chinatown, t'as des recettes de partout, t'as des recettes d'Europe de l'Est. Mais c'est Shabbat comme un instant privilégié où on se déconnecte des contingences matérielles et on est vraiment ensemble à la table. Et c'est... toutes les recettes sont géniales parce que c'est un instant de recueillement, mais hyper ouvert d'esprit. Et son texte d'intro est vraiment magnifique. Ça s'appelle Shabbat, Mark Grossman, et c'est édité chez Marabout. C'est un coup de cœur absolu. S'il y avait un plat qui résumait ton enfance, qu'est-ce que ce serait ? Ce serait un plat suédois. Ce serait soit les köttbullar de ma mère. Köttbullar en suédois, ça veut dire boulette de viande. Les mêmes que tu trouves chez Ikea, mais en bonne, en fait maison. Elle mélange 3 viandes, du veau, du porc et du bœuf. Il y a de la pomme de terre dedans, un peu d'oignon. Et ça se mange traditionnellement en Suède avec une sauce brune que ma mère faisait jamais, parce que je crois qu'elle l'aimait pas, et avec de la confiture d'érelle. Et exceptionnellement, on a le droit de manger un peu de ketchup aussi avec, je crois. Et je les adore. La recette est d'ailleurs dans mon livre. La recette est aussi dans le livre de Déborah Dupont, de la librairie gourmande, les boulettes de mes rêves. Oui, c'est ça. Elle m'avait demandé la recette. Et je suis hyper fière qu'elle y soit, d'ailleurs, parce que son bouquin est génial. Et une autre recette suédoise s'appelle pyttipanna. Ça veut dire, c'est en gros des petits morceaux de pommes de terre hachés tout petits, un petit peu d'oignon et un reste de rôti, quel qu'il soit. On hache tout mini, limite julienne. Et ça revient à la poêle, j'imagine en Suède dans de la margarine, mais dans des pays normaux, dans de l'huile et du beurre. Et c'est trop bon. Et là, pour le coup, t'as le droit aussi de manger du ketchup avec. Donc c'est vraiment des recettes toutes bêtes. C'est pas des recettes du dimanche, mais c'est des recettes de ma mère. Ouais, ça pourrait. J'adore ces recettes. Est-ce qu'il y a un plat que tu as goûté que tu n'as jamais oublié ? Bizarrement, j'ai 2 souvenirs super forts.
Bizarrement, j'ai 2 souvenirs super forts qui sont pas du tout liés à des grands restaurants. Enfin, bizarrement, finalement, quand on connaît un Non, peu, ça pas peut tellement être ça, bizarrement, c'est assez logique. Je suis allée aux États-Unis quand j'avais 10 ans et quelques dans une famille, à Long Island, à côté de New York. Et dans un diner, une espèce de roadside stop au bord de la route, j'ai mangé des saucisses grillées avec une waffle, une gaufre arrosée de sirop d'érable. Donc il y avait du sucre, il y avait de la gaufre et une saucisse. Et j'avais l'impression de manger un truc complètement dingue, complètement transgressif, du sirop sur une saucisse. Et je peux pas te dire, c'est vraiment étrange. J'ai le goût encore dans la bouche. Je sais quel goût ça a. Ce goût de porc très cuit, de l'érable, la texture de la gaufre. J'avais adoré ça. C'est pas très avouable parce que c'est un peu junk. J'imagine que la saucisse devait pas être super quali. Mais ça résume assez bien aussi un peu les folies que je peux avoir avec certains trucs pas très orthodoxes ou si tu veux vraiment pas estimables. J'ai adoré aussi à peu près à la même époque. D'ailleurs, c'est marrant quand même que ça remonte à l'enfance. Après, j'ai plein de plats que j'ai adoré au restaurant, mais c'est quand même drôle que ça me remonte comme ça spontanément quand tu me poses la question. Dans une famille en Angleterre, quelques années plus tard, le dimanche, pour le coup, là où ils avaient des vraies traditions du dimanche, dans une ferme, ils mangeaient le roast beef avec le Yorkshire pudding. Donc c'était un rôti cuit de bœuf, bien cuit, pas cuit à l'anglaise, pas bouilli, juste bien cuit, enfin encore rose, cuit plutôt à la française. Et le Yorkshire pudding, c'est une espèce de gougère sans fromage et sans œufs. C'est un peu étonnant, ouais, comme... C'est un drôle de machin. C'est de la farine que l'on met à cuire dans le dripping, dans le gras du rôti. Je sais plus comment on fait en fait. Je crois que j'ai essayé une fois de le faire et je l'avais loupé. Et ça fait comme cette espèce de galette levée avec de l'air à l'intérieur. Je sais même pas comment ça lève. Il doit y avoir de la levure là-dedans. Ça ressemble à une sorte de pâte à choux. C'est une pâte à choux creuse à l'intérieur. Ouais, soit tu en as des individuels, soit tu as un grand morceau dans le plat de cuisson de la viande de Yorkshire pudding que tu... Et je me suis goinfrée de ça, mais à un point. Et je m'en souviens vraiment comme si c'était hier, quoi. Ouais. C'est des grands souvenirs, que c'était pas forcément des grands plats. Tu vois, ça qui est marrant. Ouais. Est-ce qu'il y a un aliment que tu détestes ? Oui, j'ai pas une passion pour l'andouillette. Enfin, c'est pire pas une passion. C'est que vraiment, s'il faut vraiment être extrêmement poli, si je risque de vexer quelqu'un, je peux manger une andouillette, mais vraiment, ça me fait pas plaisir. J'aime pas ça. Et sinon, y a un aliment que j'aime bien, mais qui ne m'aime pas du tout, c'est le poivron. Donc, ça revient souvent. Ouais, ça revient, j'imagine, ouais. Ouais, l'andouillette, c'est quand même pas mon truc. Sinon, ouais, rognon, pas de problème. Cervelle, j'aime bien. D'autres abats. C'est pas les abats. C'est pas les abats. J'adore la fraise de veau, par exemple. Je trouve ça super bon. J'aime bien les riz de veau. Mais alors, vraiment, l'andouillette, ça pue, quoi. Pardon, hein. Désolée pour les amateurs et amatrices. Est-ce qu'il y a un produit que tu as toujours au frigo ou dans ta cuisine dont tu nous aurais pas parlé tout à l'heure ? J'ai toujours de l'ail. Toujours de l'ail. Je mets toujours un peu d'ail partout. J'ai du tahine, tout le temps. Du tahine de très bonne qualité. Donc la purée de sésame avec laquelle on fait évidemment le houmous, mais que je mets aussi dans des sauces. C'est-à-dire que moi, je mets souvent un fond de yaourt, une gousse d'ail pilé, un peu de citron vert, un peu de tahine, de l'huile d'olive, et ça me sert de sauce à tout. C'est-à-dire que même si t'as un peu loupé ton plat, même un poisson qui serait un peu trop cuit, tu l'arroses de ça, tout va bien. Un morceau de poulet, ça sauve tout. Même une salade de concombre, ça va avec tout. Donc forcément du tahine. J'ai de la mélasse de grenade, j'aime bien. En fait, j'aime bien les produits du Levant. Et j'ai toujours du citron vert, toujours. Et le tahini, est-ce que tu as une marque que tu nous recommandes ? Oui, j'ai découvert il y a pas très longtemps une petite marque qui s'appelle Terroir du Liban, qui vend en ligne. Le site, ça doit être terroirduliban.fr ou .com, enfin facile à trouver. Ils font un super bon tahini, un super bon za'atar. Ah oui, que j'ai toujours chez moi aussi, le za'atar. Un super bon sumac, vraiment très très fin. Leur za'atar, il est d'un équilibre absolument parfait. Et ils font aussi de la mélasse de caroube, un produit que je connaissais pas. Ouais, moi je connais pas. Qui peut jouer un peu le rôle de mélasse de grenade, mais en moins astringent, plus rond, et qui est génial. Les gens qui ont créé Terroir du Liban m'ont dit, mais essaye sur une tartine avec du miel. Et je dois avouer que c'est... mes petits déjeuners n'ont plus du tout la même tête depuis que j'ai découvert ça, c'est trop bon. Quelle est ta recette fétiche, celle que tu fais tout le temps chez toi ? Même si donc je sais que tu cuisines beaucoup chez toi, mais ta recette doudou. Ma recette doudou, il y en a une que je fais très souvent, c'est de la fregola sarda que je cuis et à laquelle j'ajoute de la chair à saucisse au fenouil,
J'achète soit chez un Italien une bonne saucisse, je l'ouvre et je récupère la chair, saucisse aux fenouilles. Soit il y a pas de saucisse aux fenouilles, dans ce cas-là, j'ajoute des graines de fenouil à la chair revenue. J'y ajoute un petit peu de tomates et des coques tout juste ouvertes avec ail, huile d'olive et vin blanc. J'assemble les trois, tout revient dans une cocotte ensemble et je blinde ça de persil plat, je poivre beaucoup et c'est super bon, tu peux pas te louper. Faut juste avoir bien rincé les coques à l'eau claire à plusieurs bains pour pas avoir du sable dans la bouche. Mais sinon, j'adore moi le côté terre-mer, j'adore par exemple une sauce à l'anchois sur un morceau de bœuf, par exemple, même si je mange très peu de viande rouge, quand j'en mange, ça peut me faire complètement triper, quoi. Et c'est vrai que coque, chair à saucisse et frégola, ça fonctionne très bien. Et sinon, il y a un autre truc que je fais tout le temps, mais qui est pas une vraie recette, qui est une manière de récupérer des restes, c'est que je fais beaucoup de riz au rice cooker, parce que mon fils mange beaucoup de riz, et j'aime beaucoup le riz aussi. Donc j'ai souvent des restes de riz qui traînent un peu, qui ont un peu séché au fond du rice cooker. Parfois je les mets au frais, parfois ils traînent un peu. Le rice cooker est toujours sur le plan de travail, donc le lendemain il m'en reste un peu, pas assez pour refaire un plat vraiment, pas assez pour que le riz soit une vraie garniture. Et du coup je fais un fried rice, je fais un riz frit avec toujours une base ail, oignon, gingembre haché au fond de la poêle. Je balance le riz. Je le fais un peu cramer, enfin en tout cas j'aime bien qu'il croustille un peu, et là après je mets un morceau de céleri haché, ce que tu peux avoir comme légumes qui traînent, hein. Ça peut être du cru, ça peut être du cuit, pas mal d'herbes, parfois je mets un peu de feta, et parfois je casse juste un œuf à la fin, ou si on est deux œufs, si on est trois œufs, et je coupe ça limite en parts, et voilà quoi, ça me sauve tout. Les miracles qu'on peut faire avec du riz. Enfin, miracle, c'est un peu prétentieux, c'est quand même pas forcément hyper présentable quoi. Et justement, quand tu es en cuisine, qu'est-ce que tu écoutes ? Est-ce que tu écoutes de la musique ? Tu écoutes la radio ? Ou est-ce que tu travailles en silence ? J'ai tout le temps du son. Je suis piquée à la radio, moi. J'ai vécu dans une famille où on écoutait France Inter dans chaque pièce de la maison. Il y avait pratiquement un transistor dans les toilettes, si tu veux. C'est-à-dire que vraiment, il y avait la radio partout. C'est mon premier réflexe quand je rentre chez moi, c'est que je mets Inter. Même si parfois j'ai envie d'écouter autre chose, j'y reviens toujours. Je switch un peu sur culture. Et quand j'écoute pas Inter en live, j'écoute beaucoup de podcasts d'émissions que j'ai loupées, Inter, mais j'écoute aussi beaucoup de podcasts tout court. J'écoute des podcasts français. Je commence à en écouter plus. J'ai beaucoup écouté de podcasts anglo-saxons, de la radio nationale, de la NPR, qui est la radio publique américaine. Je trouve qu'il y a de très bons trucs. Oui, tout à fait. Très bonnes émissions, et beaucoup de podcasts de la BBC, et puis pas mal de podcasts de bouffe. Il y a notamment un podcast en Angleterre que je trouvais super, qui s'appelle Desert Island Dishes. En gros, l'intervieweuse demande à son invité, qui est plutôt dans la sphère food, mais pas forcément, les 10 plats que cette personne emmènerait sur une île déserte. Et à chaque fois, c'est très évocateur d'un souvenir d'enfance ou d'un temps fort. C'est un dispositif hyper simple, un peu formel, tu vois, un peu formaté, mais qui finalement, alors qu'il est rigide, le dispositif donne lieu à plein de... une variété d'épisodes. Incroyable. Et ça, je sais pas si elle le produit toujours... j'écoute plein de trucs, mais j'écoute des trucs de business, j'écoute des trucs de culture, et j'aime beaucoup quand même écouter des podcasts anglo-saxons, d'abord parce que ça me fait entendre l'anglais tout le temps, et j'adore cette langue, et puis ça m'ouvre aussi sur des choses qui sont plus loin de nous, et je suis contente d'y avoir accès par ce biais-là, quoi. On va revenir à l'univers des restaurants. Quel serait le restaurant de ta vie s'il n'en restait qu'un ? C'est vraiment compliqué, ça. Si vraiment tous les restaurants devaient fermer à l'exception de celui-ci. C'est ça. C'est qu'elle est atroce, ta question. Oui, tout à fait. Comment les autres arrivent à répondre à ça ? Je trouve ça... Parfois, j'ai plusieurs réponses et je tolère plusieurs réponses. Bon, je vais faire une réponse qui est un peu dans l'air du temps, mais c'est vrai que c'est le restaurant que je recommande à toute personne qui vient à Paris. C'est le restaurant où j'ai le plus envie d'aller. C'est le premier restaurant où je suis retournée dès qu'on a été déconfinés chacune des fois. C'est Clamato. Je pourrais te dire 1000 raisons. J'aime l'endroit, j'aime l'accueil, j'aime ce décor, ça compte pour moi, la tête d'un lieu. Il peut être moche et on peut l'aimer. Dans l'occurrence, il est beau et je l'aime. J'aime cette carte. J'aime leurs acras au crabe. J'aime leur carte des vins. J'aime cette rue. Il y a rien que j'aime pas. J'aime la couleur des murs, j'aime les appliques, j'aime tout, j'aime comment on est traité. Donc ça, c'est la réponse, voilà, un peu contemporaine. C'est mon restaurant préféré à Paris. Et après, il y a une brasserie dans le 16e que j'adore. Ça s'appelle le Stella. C'est avenue Victor Hugo. C'est la brasserie la plus classique que tu puisses imaginer, avec un semainier. Ça doit être tête de veau sauce grébiche le lundi, macaroni à la moelle le mardi, quenelle le mercredi, ce genre.
Le service est top. C'est hyper bourgeois. C'est vraiment une institution bourgeoise. Et c'est l'endroit où je suis allée déjeuner avec le père de mon fils quand on a su le sexe de notre enfant, après cette échographie-là. Et je nous vois avec nos listes de prénoms. Enfin, j'avais dû préparer la liste et je lui soumettais les prénoms. Et je me souviens toute ma vie de ce déjeuner. Donc, encore une fois, c'est pas tant les quenelles, où aussi, ils font un génial saucisson lyonnais, lentilles, saucisson brioché, pomme à l'huile, enfin, ce genre de choses. Ouais. Je me souviens même pas de ce que j'ai mangé ce jour-là, mais je me souviendrai toujours de ce repas. Et ça me rendrait vraiment super triste si ce restaurant-là fermait. Ne serait-ce que pour ce souvenir-là. Ouais. Et que j'adore les vieilles brasseries. Et qu'il y a pas tant que ça de vieilles brasseries historiques qui sont encore bonnes aujourd'hui. Non, c'est sûr. Ouais. Voilà. Donc c'est une réponse comme chouette, ça. C'est un chouette, peu, ouais. Une chouette histoire. Bah, tant mieux. Est-ce qu'il y a un restaurant qui te fait rêver, où tu n'es pas encore allé, mais qui est sur ta liste et tu comptes bien y aller bientôt? Oui, il y a 2 ou 3 restaurants où j'ai très envie d'aller, où je ne suis pas allée. Il y a Contramar à Mexico City, qui est le restaurant de Gabriela Camara, qui est une table mythique, qui est vraiment la chef mexicaine connue dans le monde entier, qui a fait un livre de recettes que j'adore. Et cette femme m'inspire, et sa cuisine, que je ne connais pas a priori, m'inspire énormément. Je voudrais aller chez Dan Barber aux États-Unis, sur la côte Est, à Blue Hill, pour avoir affaire à cette démarche complètement totale de la semence jusqu'au bocal de fermentation en passant par la table. Ce parcours-là me fait complètement rêver. Et j'aimerais beaucoup aller, ça c'est beaucoup plus simple, chez Florent Laden, dans le Nord, à l'auberge du Vermont, où je ne suis pas allée, alors que c'est pourtant pas compliqué. Il suffit de prendre le train. Ça, c'est le plus accessible. Oui, c'est accessible. C'est 1 heure de train jusqu'à Lille. C'est quand même pas sorcier. Je sais pas ce que j'attends. Donc ça va être, bah tiens, je vais y aller. Voilà. Dernière question de cette interview. À quelle femme est-ce que tu aurais envie de passer le relais au micro de Girls in Food? Donc Marine Bidot, que j'ai déjà pas mal citée et qui était la directrice associée du bureau du fooding et qui désormais travaille à son compte. Je pense que ça pourrait être super intéressant de l'interviewer sur justement toutes ces années de fooding et ce qui se passe après. Sinon, un autre transfuge du fooding, Julia Samut de l'épicerie L'Idéal. Ouais, aussi, ça serait chouette. Ouais. Qui fourmille de projets et qui a un tempérament de feu et dans le genre entrepreneur avec du sentiment ou entrepreneuse avec du sentiment, elle se pose là. Eh bien, pourquoi t'interviewerais pas Sophia Rowe à New York? Activiste, foodie, force en marche, qui cuisine divinement bien, sans chapelle, sans a priori, complètement obsédée par les champignons, qui cuisine local, qui milite pour tout, quoi, pour la lutte contre la discrimination raciale, pour l'inclusivité, pour plus d'égalité. Ouais. Tout, Tu peux même la faire à distance, non? Ah oui, bien sûr, j'ai déjà fait. J'adorerais. Voilà. T'as du pain sur la planche. Ah ouais, là, tu m'as donné du boulot. Merci beaucoup, Elvira Masson. Merci beaucoup, Adeline. À bientôt. À bientôt. Un grand merci à Elvira Masson pour sa participation à Girls in Food. Si ce podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast ou sur votre appli préférée. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.